Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Être un weeb, c'est parfois accepter de perdre son sang-froid. Et son argent. Mais heureusement, pour pallier à toute cette frustration, j'ai enfin trouvé un bon fournisseur de coques. Cet homme aurait dû préciser qu'il parlait des coques Rhino Shield. Rhino Shield, c'est la référence en matière de coques incassables. Les tests effectués par de véritables experts ont démontré que faire tomber son téléphone, lui tirer dessus avec un Beretta 9 mm, ou même lui faire écouter les pires immondices qui soient, ne présentait absolument aucun risque. Et en plus d'être ultra solides, elles sont aussi et surtout conçues de façon à embellir votre smartphone. Ouais, parce que Rhino Shield, c'est aussi tout un tas de licences hyper stylées et emblématiques de l'animation japonaise. Naruto, Dragon Ball Z, Junji Ito, Frieren et plein d'autres encore. Que vous aimiez Haikyuu, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, One Piece ou encore Bleach, il y en a pour tous les goûts. Regardez, ils ont même des coques pour AirPods. Ça vous donne envie, hein? Et bien justement, sachez qu'à l'occasion de leur 5e anniversaire animé, vous bénéficiez de 20% de réduction jusqu'au 16 avril inclus sur toutes les commandes contenant au moins un produit animé avec le code REVOR. Alors qu'attendez-vous pour choper votre coque préférée et afficher avec fierté votre weeb en ce monde entier? Nice coque! Merci. Bref, cliquez sur mon lien en description pour plus d'informations. Toucher de l'herbe, prendre un bon bain de soleil, capturer un ou deux enfants. Ah, les joies du printemps. C'est quelque chose qu'on connaîtra pas cette saison. Ouais, parce que ce printemps, c'est pas moins d'une 50aine d'animés qui débarquent, avec notamment le retour de Windbreaker pour tous mes fans de grosses castagnes, la saison 3 de Fire Force qu'on rêvait de voir revenir pour son animation de folie, même si en vrai on va pas se mentir, c'est surtout pour une autre raison, des nouveaux épisodes pour Lycoris Recoil, la partie 2 de One Piece, des épisodes spéciaux pour Konosuba. Même mes fans de romance seront servis parce qu'en attendant l'été pour la saison 4 de Rent a Girl... Oh la vache, j'ai eu un haut le cœur rien qu'en prononçant son titre celui-là. Son auteur revient avec une toute nouvelle histoire. Mais ce printemps, c'est aussi et surtout une quarantaine de nouveaux animés qui arrivent. Des histoires que j'ai auscultées dans les moindres détails pour savoir quelles étaient les pépites à ne surtout pas manquer cette saison. Et croyez-moi, vous n'allez plus sortir. Bah moi non plus du coup, hein, parce qu'à cause de vous, je suis un peu fauché. Enfin bref, on est actuellement samedi soir, la vidéo sort demain, j'ai toujours pas fini le montage, et ça va sûrement partir en nuit blanche. Ah merde, en plus je perds une heure ce soir, on change d'heure. Enfin bref, du coup c'est parti pour briser tout contact avec le monde extérieur et découvrir les animés du printemps 2025. Les animés du printemps. Et on commence avec un animé qui peut laisser des a priori, hein, avec Uma Musume Cinderella Grey. Imaginez que dans les courses hippiques, tous les chevaux soient remplacés par des femmes. Alors déjà, je peux vous dire que l'ambiance du tiercé du dimanche après-midi dans le PMU du coin serait très différente, hein, mais surtout, faudrait être un sacré détraqué pour imaginer une histoire pareille. Ouais, bah pourtant le Japon l'a parfaitement imaginé, lui. Ouais, parce que l'histoire de Uma Musume Cinderella Grey va nous emmener dans un Japon où les femmes juments existent. En gros, c'est des femmes qui sont croisées avec des chevaux. Bah en soi, c'est juste la suite de Bellblatt en fait. Et alors, faut savoir qu'en plus d'avoir des oreilles toutes mignonnes là, ces femmes, elles ont aussi et surtout les capacités physiques des juments. Une endurance à toute épreuve, une vitesse de course impressionnante, bref, elles sont douées pour courir quoi. Ce qui fait que très vite, une toute nouvelle discipline sportive est née, les courses de femmes juments. Alors oui, je sais, vous avez déjà envie de passer à l'animé suivant à l'issue de cette phrase, mais vraiment, attendez, parce que je vous promets que c'est véritablement bien. Et non, je suis pas abonné à Astérion. Et c'est du coup dans ce contexte qu'on va suivre cette fille, Oguri Cap. Oguri, c'est une fille qui est très seule. Elle est peu loquace, absolument pas sociable, elle vient d'un milieu très pauvre, bref, c'est une crasseuse. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Ouais, parce que à cause de sa différence sociale, à son arrivée dans l'académie Kasamatsu Training Center, elle va se faire harceler, dénigrer et même très vite sous-estimer. En même temps, je suis désolé, mais quand on voit ses pompes là, ça sent la giga clodo à plein nez. Ah ouais, de fou la clodo quoi. Sauf que très vite, elle va enfermer des bouches, parce que Oguri est en fait l'une des femmes juments les plus rapides qui existent. Un prodige comme on en voit rarement, voire même jamais en fait. Elle va donc concourir dans diverses courses, prouver son talent à ses détracteurs, se faire recruter par un chasseur de tête qui va lui promettre de la mener au sommet, se faire des ennemis coriaces, devoir affronter la dure réalité des compétitions sportives entre rivalité, triche et solitude. Et en soi, c'est franchement pas mal du tout en fait. Alors oui, le concept est quelque peu chelou, je vous l'accorde, hein.
La première chose que je me suis demandé, c'est comment ce mec-là a pu sortir une idée aussi tordue de sa tête. Mais en fait, plus je m'aventurais dans ma lecture et plus je me rendais compte que l'histoire que je découvrais était vraiment plaisante en fin de compte. Les personnages étaient tous très attachants, tous réalistes dans leur façon de penser, d'agir. En fait, là où l'histoire brille particulièrement, c'est dans sa gestion des courses et des rivalités. Chaque confrontation est un véritable spectacle, non seulement en raison du dynamisme de la mise en scène qui parfois vous offre des pages absolument exceptionnelles, mais aussi par la charge émotionnelle que l'auteur parvient à insuffler aux compétitions. C'est pas juste une histoire de course, non, il y a de la comédie, de l'amitié, du drame, beaucoup de drame même. Même sans être un adepte des courses hippiques, c'est impossible de pas se laisser emporter par l'intensité des enjeux et la passion des personnages. À travers ces courses, Cinderella Grey, c'est ce genre d'histoire qui explore avec brio le parcours des athlètes, leurs sacrifices, leurs défaites et leurs triomphes. Et en lisant l'œuvre, j'ai retrouvé ce frisson propre au grand récit sportif. Vous savez, ce sentiment d'admiration lorsqu'on voit un personnage tout donner pour atteindre son rêve. Non, franchement, c'est pas si mal. Bon, alors, faut savoir que l'animé est un spin-off de celui-là. Mais franchement, il y a absolument pas besoin de le regarder pour se plonger dans Cinderella Grey. Perso, j'ai eu absolument aucun mal à comprendre l'histoire sans connaître celle de base. Donc si vous aussi, vous avez envie d'être inspiré par un animé mettant en scène des femmes juments, je vais fermer ma fenêtre, je sens que mes voisins vont me juger avec ce genre de phrase. Alors rendez-vous le 6 avril 2025 pour découvrir ça. A noter que l'animé est prévu pour un total de 24 épisodes, mais pour le moment, toujours pas de licence annoncée malheureusement. Autre animé prévu pour ce printemps avec From Old Country Bumpkin to Master Swordman. Cet homme-là, c'est Beryl Gardinan. Un mec qui d'apparence ressemble à un pécore tout ce qu'il a de plus normal. Il vit en campagne, isolé de tout le monde, ce qui fait qu'il n'a aucun ami, il est âgé, n'a jamais connu l'amour, il vit avec son daron le fossile dont les seules interactions se résument à lui rappeler sans cesse que c'est une merde. Bref, pas un jour ne passe sans qu'il se dise lui-même qu'il a raté sa vie en fait. Sauf qu'en réalité, Beryl, en plus d'avoir un nom aussi merdique que sa vie, il possède une particularité qui le rend franchement unique. Parce qu'il est en réalité l'épéiste le plus puissant que le monde n'ait jamais connu. Il est tellement puissant qu'il a même décidé d'enseigner son savoir en montant son propre dojo. Et franchement, on va pas se mentir, ça marche plutôt bien. Les élèves affluent de tout horizon tellement les gens rêvent d'apprendre à se battre avec lui. Et à ça, il y a une raison, parce que dites-vous que tous ceux qui sont passés par son enseignement ont fini par marquer l'histoire un jour ou l'autre grâce à leur prouesse au combat. Et donc l'histoire commence de la plus simple des manières. On le voit discuter avec son daron, qui lui rappelle encore que c'est une merde. Il se met tout à coup à se souvenir d'une ancienne de ses élèves qui voulait se marier avec lui. Et là, ding dong! Qui c'est que v'là? Oui! Son ancienne élève à qui il pensait à l'instant! Voilà une scène remplie de réalisme, dis donc! Non, c'est sûr, dans la vie ça marche pareil, tenez! Je pense à Gal Gadot là! Je suis Gal Gadot. C'est parce qu'on n'avait pas assez de budget pour faire venir la vraie Gal Gadot, alors... Je suis Wonder Woman. En fait, cette fille, c'est Alucia, une ancienne élève de Beryl, donc, qui est devenue tellement puissante suite à ses enseignements qu'elle a fini par devenir la commandante de l'armée royale. Sauf que, elle a un souci. Elle recherche actuellement un instructeur pour apprendre les jeunes recrues à se battre. Et qui de mieux pour tenir ce poste que son sensei? Bon, en vrai, la véritable raison de sa proposition d'embauche, c'est surtout parce qu'elle est amoureuse de lui, et qu'il fallait justifier le tag harem pour mieux vendre les tomes. 3. C'est le nombre de personnages féminins qui montreront un intérêt amoureux pour lui en une 50aine de pages. Et c'est aussi 3 fois plus que mon body count. Beryl va donc partir pour le palais royal, se présenter en tant que nouvel instructeur, se faire salement juger, être mis à l'épreuve par plein de mecs hyper condescendants et finir par rouler sur absolument tout le monde, justifiant ainsi sa puissance malgré son allure de grouillot. Bon alors en vrai perso, je vais pas vous mentir, au départ ça partait mal cette histoire hein. Rien qu'en lisant le titre de l'œuvre, je me suis dit boring. Non mais excusez-moi, mais l'histoire du mec surpuissant entouré de chaudières à soutif, c'est bon, j'ai déjà donné. Mais en fait, je dois vous avouer que je m'avais trompé sur son compte. En vrai, j'ai plutôt kiffé ce que je lisais pour être honnête. Et ça, grâce à son héros, aussi étrange que ça puisse paraître. Le fait que Beryl soit un quarantenaire qui a un certain passif, c'est pas anodin. C'est ce qui rend le personnage plus crédible dans son rôle. Il a la mentalité d'un vieux, entre sagesse et maturité, il a de l'expérience, que ce soit pour déceler les combattants qui ont du talent ou même en termes de combat à l'épée. Son vécu est réel, ses accomplissements font qu'il n'est pas un héros lambda sorti de nulle part. Il est respecté pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il est. Autrement dit, comparé aux autres animés du genre, là on te sert un héros déjà accompli. Et franchement, c'est kiffant. D'une part parce que ça te donne un protagoniste qui a une vraie histoire à raconter, mais qui aussi justifie également ses relations avec les autres personnages. Et en vrai, la globalité de ces 2 premiers tomes que j'ai lus, ils étaient plutôt sympathiques, hein. Un monde qui ne demande qu'à être découvert, entre magie diversifiée, donjons très dangereux, école militaire avec des entraînements plaisants à suivre, des personnages avec des caractères et des histoires bien distinctes. Je dois vous avouer que je me suis pas du tout ennuyé en fait, au contraire. Mais si je dois trouver la plus grosse qualité de l'œuvre, pour moi c'est indéniablement ses scènes d'action. Genre vraiment, j'espère de fou que l'animé arrivera à reproduire l'action complètement folle du manga, parce que c'est tellement le truc qui m'a fait réellement kiffer l'œuvre. Enfin bref, c'est vraiment pas l'animé du siècle, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous hype inutilement, mais
ça pourra être très clairement une œuvre parfaite pour se divertir entre deux masterclass de cette saison. Du coup, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 5 avril sur Prime Video. Ce printemps, on aura également le droit à The Brilliant Healer's New Life in the Shadows. Bon, pour celui-là, tout est dans le titre, hein, puisqu'on va suivre Xenos, qui est un healer. Bon bah jusque là je vous perds pas. Sauf que vous le savez très bien, que ce soit dans les MMORPG ou dans la fantasy de manière générale, les classes de soins, elles se font toujours giga chier dessus. C'est quand j'ai choisi ma classe de support sur FF14 que j'ai compris l'impact néfaste que pouvait avoir le racisme. Et une fois n'est pas coutume, hein, puisque dès le début de l'histoire, on te fait bien comprendre que Xenos, bah il a clairement plus sa place au sein du groupe d'aventuriers dont il fait partie. Pourquoi ? Juste du jour au lendemain, son groupe a commencé à lui dire qu'il ne méritait pas de vivre, que c'était une merde, un gros déchet. Enfin bref, il a vécu une rupture avec son groupe aussi douloureuse que la mienne avec ma cousine. Attendez, c'est quoi ces conneries là? On est toujours ensemble pourtant. Et alors après ça, bah, il va se retrouver à la rue, complètement pauvre et ne sachant pas quoi faire. Et à ce moment-là s'enclenche le schéma narratif propre à ce genre d'animé. Il rencontre une gamine elfe esclave qui se fait martyriser par ses maîtres, il la sauve, l'emmène avec lui dans un bar, rencontre un mec blessé qu'il soigne par pitié, reçoit de la thune en échange et se dit « Mais dis donc, c'est vrai que je pourrais utiliser mes talents de soigneur pour gagner de la thune ?» Bon alors le problème c'est que pour exercer en tant que soigneur dans un cabinet, il faut une licence, ce dont Xenos n'a pas les moyens de se procurer. Du coup, il décide de bosser en tant que soigneur de l'ombre. Alors oui, de l'ombre, c'est juste une manière plus classe de dire qu'il va bosser au black. Il va donc trouver un endroit isolé, se retrouver au milieu d'un conflit entre trois factions majeures d'hommes-bêtes, les orques, les loups et les lézards, qui pour une fois ont tous une apparence en parfaite adéquation avec leur race. Sauf leurs chefs respectifs. Bon, je crois qu'on a tous compris dans quelle direction l'animé voulait nous emmener. C'est pour ça que j'ai pas hésité à l'acheter celui-là. Et donc c'est à partir de ce moment-là que, malgré la guerre qui règne au sein de ces trois factions, bah Xenos va décider de soigner tout le monde, quitte à attirer le regard de nombreux ennemis. Bon alors, je vais pas vous vendre du rêve plus que ça, hein, l'histoire est giga cliché. J'ai lu 3 tomes pour celui-là, donc je sais de quoi je parle. Et en 3 tomes, j'ai eu le droit au fameux héros rejeté qui retrouve enfin une famille auprès de 5 filles qui sont toutes chefs de faction ou qui ont un rang extrêmement important au sein du royaume, mais qui sont quand même bien moins puissantes que lui. J'ai également eu le droit au fameux méchant qui, après un échange de dialogue qui aurait pu être écrit par ChatGPT... mange tes morts en fait. Ok, pardon. Prends conscience qu'être méchant, bah c'est pas gentil. J'ai même eu le droit à la scène des bains publics où les personnages féminins comparaient leur nibar entre elles pour savoir qui avait les plus gros. Du coup j'ai acheté la suite. Mais en vrai, vous voyez, si j'ai pris le temps de lire 3 tomes, c'est parce qu'au final, j'ai pas trouvé ça si mauvais en fait. C'est pas l'histoire du siècle, hein, clairement pas. Mais ça reste le divertissement type en fin de compte. Vous avez un héros surpuissant, les personnages féminins ne sont pas juste résumés à tomber amoureuses du héros. Non, elles ont un vrai respect pour lui et ses capacités. Elles sont toutes les 3 des armées à leurs ordres, ont un caractère bien défini. Ceci dit, l'intérêt amoureux qui va se dégager de leur relation, bah ça reste quand même assez obvious. Et la justification des sentiments ressentis par ces filles à l'égard de Xenos, elle est à la hauteur de Mimimati. Ah t'es là, je t'avais pas vu. Il y a des moments d'ultra satisfaction aussi dans certains passages dont je ne vous parlerai pas pour pas vous spoil. Et Xenos, en vrai, il parvient à être convaincant en tant que héros, surtout dans sa façon d'agir. Il ne soigne pas par bonté, mais par nécessité. Et son expérience passée avec son groupe sert vraiment au récit. Et en vrai, bah ça marche. Et au final, c'est typiquement le genre d'œuvre que j'aime qualifier d'histoire fast-food. Tu sais que c'est pas bon, que c'est fait n'importe comment, mais tu peux pas t'empêcher d'être content de le consommer. Bref, voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup trop tardé sur une œuvre aussi mythe que celle-là, hein. Alors, si vous aimez les héros surpuissants et les harems, bah rendez-vous le 3 avril 2025. On continue avec un autre animé qu'il va falloir regarder à l'abri des regards, celui-là, hein, avec Please Put Them on Takamine-san. Lui, c'est Shirota, le lycéen lambda de tout animé romantique, hein. Il est nul en cours, n'a pas de talent particulier pour une activité extrascolaire, n'a même pas d'amis, bref, il est sans intérêt. Et elle, c'est Takamine-san. Et vu qu'elle a littéralement son nom dans le titre de l'animé, vous pouvez facilement en déduire qu'elle est la fille la plus populaire de l'école. Elle est belle, elle est intelligente, elle réussit tout ce qu'elle fait, bref, c'est une prodige. Et on a vu assez d'animés de ce style pour comprendre que l'histoire va prendre 2 personnages totalement opposés et les faire se rapprocher petit à petit. Ouais, sauf qu'ici on est plus sur ce genre de rapprochement, hein. Oh, une histoire romantique avec un mariage. Mais t'es con quoi? Ouais, parce qu'un jour, Shirota, il a envie de s'isoler. Alors, il va dans le gymnase, là où il y a jamais personne. Il s'assoit derrière une poutre, et là, qui c'est que v'là pas, dis donc? Takamine-san. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Bah, elle se fout à poil. Mais genre, entièrement à poil. Bon, normalement, je pourrais tout à fait m'arrêter là, hein. Vous en avez déjà vu assez pour savoir dans quel genre d'anime on se trouve. Sauf que j'aime la thune, alors on continue. Et du coup, Shirota, il le sait que c'est pas bien qu'il ne manifeste pas sa présence. Il le dit lui-même. C'est un délit, le voyeurisme. Et finalement, la minute d'après, il se met à se rincer l'œil, le salaud. Et vous voyez, la suite de cette histoire, qui promet sans doute d'être riche en émotions, va vous faire prendre Steingate et le jeter à la poubelle. Il retourne en classe, ne pense qu'au nibar de Takamine, ce qui fait que pendant 18 pages de suite, ton appréciation des dessins se résume à « Oh les tétés !»
Et là, il est témoin d'un truc étrange. Takamine-san obtient la note de 98 sur 100 à son examen. Une première pour elle qui a toujours eu 100 sur 100. Et puis, la minute d'après, il la voit retirer sa culotte en pleine classe. Et là, pouf! Et croyez-moi, l'onomatopée est parfaitement choisi. Retour dans le temps. Et Takamine-san, cette fois, obtient la note de 100 sur 100. C'est dingue ce que 10% du cerveau humain est capable d'imaginer quand même. Imaginez avec 100%. Oh, va Dieu. Il demande alors à Takamine ce qu'il se passe. Et là, elle lui explique qu'elle a en fait un pouvoir. À chaque fois qu'elle enlève un sous-vêtement, elle peut retourner dans le passé. Et si quelqu'un a déjà vu ses bzaises, alors cette personne remontera le temps avec elle lorsqu'elle décidera d'utiliser son pouvoir. C'est clairement l'animé de l'année. Et du coup, afin qu'il ne révèle pas son secret, Takamine, elle va faire en sorte de manipuler Shirota et en faire ainsi son larbin. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai lu qu'un chapitre pour celui-là, hein. J'ai pas voulu aller plus loin, et ça m'a suffi à me faire un avis. Je ne regarderai tout simplement pas cet animé. Non, vraiment, l'histoire est débile, les personnages sont débiles, les rebondissements sont au nombre de 2, même qu'ils font boing boing, mais à part ça, y a rien. C'est juste un prétexte pour montrer une lycéenne hyper sexualisée. Et je vais pas vous mentir, perso ça m'intéresse pas. Moi je suis un bon youtubeur. Le lycéen, c'est déjà trop vieux. Bref, du coup, si vous êtes intéressé par ce chef-d'œuvre onirique, alors rendez-vous le 2 avril 2024 sur une plateforme qui acceptera de licencier ça, hein. Bon, bah ça a été mis à jour depuis que j'ai enregistré l'audio de cette vidéo. Et figurez-vous que c'est Crunchyroll qui a obtenu la licence, dis donc. Ah bah comme quoi on critique. Mais en attendant, chez Crunchyroll, il y a des gens qui se battent pour obtenir les licences les plus méconnues et ainsi entretenir la passion de leurs abonnés. Oui, la passion. On passe maintenant à un animé que j'attends énormément, Once Upon a Witch's Death. Meg Raspberry, oui comme le microprocesseur pour mes geeks bouffeurs de cartes graphiques, est une apprentie sorcière qui passe ses journées à suivre les enseignements de Lady Faust, une puissante sorcière connue pour être éternelle. Sauf que le jour de ses 17 ans, Meg, elle reçoit en cadeau une vision de sa future mort. Et du coup, Meg, elle devient deg. Pardon. Ouais, parce que en fait Faust lui apprend qu'à partir d'aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Pourquoi? Bah parce qu'elle a été maudite, et que le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de faire pousser une graine de vie. Comment? En récoltant un millier de larmes de joie. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Encore un animé qui va nous faire investir dans une corde et un tabouret. Ouais, parce que pour ce faire, Meg va être entraînée dans la vie de ses amis, de ses voisins, des gens qu'elle croise dans le village, etc., et va se retrouver au cœur de leurs soucis, essayant de les aider dans le but de les apaiser et de récolter leurs larmes de joie. Et face à la mort qui l'attend, Meg s'apprête à découvrir à quel point la vie peut être précieuse. J'ai lu le premier tome, et exactement comme pour Please Put Them on Takamine-san que je vous ai présenté juste avant, j'ai pris des actions chez Kleenex. Bon, pas pour les mêmes raisons ceci dit. Once Upon a Witch's Death, c'est une histoire que vous devez vivre. C'est somptueux, c'est envoûtant, c'est touchant, c'est drôle, et parfois même, ça vous émerveille. Écoutez, j'ai pas envie de vous dire grand chose sur l'histoire en fait, parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise. Je veux que vous viviez cette aventure pleinement, sans arrière-pensée que j'aurais pu vous insuffler. Juste, posez-vous et savourez le voyage émotionnel que vous êtes sur le point de vivre. Je vous le dis tout de suite, c'est l'un des bangers de la saison. Et c'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Retenez bien cette gigatête de con. Si l'animé est un bide, ça va pas assumer ses propos. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 1er avril sur Crunchyroll. Autre animé prévu pour ce printemps avec The Mononoke Lectures Logs of Chuzenzi Sensei. L'histoire nous emmène dans les années 1948, juste après la fin de la guerre. Kanna Kasakabe, c'est une jeune fille qui vient tout juste de rentrer en 2e année de lycée. Bon alors, tout va bien pour elle, hein, elle vit sa vie normalement. Jusqu'au jour où elle rencontre Akihiko Chuzenji, son nouveau prof de littérature japonaise. À partir de ce moment-là, Kanna, elle va commencer à vivre toutes sortes d'événements vraiment étranges, des événements surnaturels. Et le seul qui est capable de l'aider à affronter ces phénomènes paranormaux, c'est bien Akihiko. Et c'est donc ensemble que prof et élèves vont se mettre à enquêter dans un lycée qui semble cacher plus de secrets qu'il n'y paraît. Bon alors, vous savez que je mets vraiment toute ma bonne volonté à faire ce genre de vidéo. J'essaie de lire tous les mangas disponibles, qu'ils soient en japonais ou même en anglais, et j'achète même ceux qui sont dispo en France, quitte à vivre dangereusement. Paye-moi ton loyer, espèce de rat. T'as 2 mois de retard. Oh, bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Galgadou. Galgadou, comme c'est charmant. Venez donc boire un café chez moi, ma tante. Oh bah écoutez, quel gentleman. Mais pour celui-là, tout ce que j'ai trouvé, c'est des scans en chinois. Et je vais pas vous mentir, mon accent chinois il est pas au point, hein. Ah ouais? Lis un passage un peu pour voir.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai feuilleté un peu les premiers chapitres. J'ai regardé les images, comme je fais la plupart du temps quand je lis un livre en fin de compte, et je dois vous avouer que ça, plus le synopsis de base, bah ça m'intrigue. Déjà, faut noter qu'une histoire qui se passe dans les années 50, c'est pas fréquent. Et donc, changer un peu de temporalité pour revenir dans une période un peu plus marquée par les dégâts causés par la guerre, à une époque où le mode de vie était moins confortable, hein, disons-le, bah ça peut changer un peu. Et ça, c'est plutôt cool en vrai. Et quand en plus vous couplez tout ça à du paranormal slash thriller, alors je sais pas, mais mon énorme pif sent une histoire fortement agréable à découvrir. Après, en vrai de vrai, je pense que ça va être l'animé typique d'enquête paranormale avec le fameux rythme du un jour un cas, avec en fond une histoire principale qui est liée à tous ces cas paranormaux épisodiques. Enfin, j'imagine, hein, y a rien de concret dans ce que je vous dis, c'est juste de la spéculation là pour le coup. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'animé est lié à un vieil animé qui s'appelle Morio no Hako. Très bon animé au passage, hein, puisque l'histoire de celui-là raconte ni plus ni moins que le passé de Akihito. Est-ce que vous auriez compris sans même connaître l'animé en fin de compte? Non, écoutez, au vu du trailer, ça donne envie, c'est beau, c'est drôle, c'est aussi intriguant par moments, je sens le duo atypique et attachant arriver, et en plus dans le titre, il y a Mononoke. Tous les animés avec Mononoke dans le titre sont bons. Voilà, c'est mon unique argument convaincant en tant que youtubeur animé qui se rapproche des 100K. Ah bah vous aviez qu'à bien choisir à qui vous donniez de la force. Bref, l'animé sera disponible à partir du 7 avril, mais toujours pas de licence annoncée à ce jour. Bon alors celui-là j'ai hésité à en parler, mais vas-y, professionnel jusqu'au bout, hein. Kakushite Makina-san. Elle, c'est la fille la plus populaire de l'école. Lui, c'est le mec invisible que personne ne calcule. En gros, le cliché facile à piocher dans la boîte du manque d'inspiration. Bon alors en fait, faut savoir que elle, c'est en fait un robot créé dans le but de satisfaire les besoins sexuels des gens. L'animé classique à piocher dans la boîte des miniatures de vidéos qui vont buzzer. Du coup un jour, elle a un bug, elle se rend chez lui parce que c'est un geek, hein. Il la répare, elle emménage avec lui, et après ça, t'as 2 chapitres entiers où elle est à poil et où les dialogues se résument à des... Avoir des rapports avec un robot, c'est ce qu'un adulte ferait. Bon, alors je vais quand même vous donner un avis constructif et sincère de l'œuvre, hein, parce que même si je suis absolument pas le public et que j'ai l'impression que les animés School Life romantiques de cette saison ont été écrits par ce type, je reste tout de même professionnel, hein, et donc pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà mon avis honnête sur l'œuvre après avoir lu quelques chapitres. C'est de la merde. Bref, rendez-vous le 6 avril 2025 sur une plateforme sombre d'internet pour découvrir ça. Ce printemps, on aura également le droit à un bon shonen avec Théogonia. L'histoire nous emmène dans un monde où les humains sont en guerre permanente contre les hommes bêtes. Ça peut être des hommes lézards, des hommes macaques, des hommes sangliers, bref, c'est des hommes bêtes quoi au final. Et c'est dans ce monde que vit Kai, un jeune garçon qui est souvent au front quand la castagne se présente. Sauf que Kai, c'est un mec lambda, il est pas capable de tuer un homme bête à lui tout seul quoi. Pas comme son ami Manso par exemple, qui lui est un protégé des dieux, un homme qui aurait reçu la bénédiction des dieux, lui octroyant ainsi une puissance incommensurable. Bon alors, il est pas le seul à bénéficier de cette puissance, hein. Parmi ces personnes se trouvent également des hommes bêtes. Ouais, parce que en fait, cette puissance, elle peut tout à fait s'obtenir assez facilement. Faut savoir que chaque être vivant, humain comme demi-humain, cache en eux une pierre divine, une pierre enfouie dans leurs organes qui renferme une puissance inouïe. Et donc le moyen le plus simple de s'octroyer cette puissance, c'est de sucer celle de son adversaire. Ils auraient pu me dire qu'on parlait de la pierre divine. Bon alors, il suffit pas d'en sucer qu'une pour devenir quelqu'un d'important. Et je sais de quoi je parle, ma promotion au taf, je l'ai pas eu pour mes diplômes. Attends quoi? Non, c'est une sorte d'accumulation en fait. Sauf que Kai, un jour, il va se retrouver en très mauvaise posture. Mais genre vraiment au bord de la mort quoi. Mais par un événement inattendu, il va survivre. Il va alors sucer toutes les pierres divines des cadavres d'orques qui se trouveront autour de lui et finalement obtiendra la puissance d'un dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est un voyage vraiment kiffant qui s'offre à nous, hein, je vais pas vous mentir. Alors en règle générale, en un tome à peu près, je peux comprendre vers où l'histoire veut nous emmener. Sauf que quand j'ai terminé le premier tome de Théogonia, j'ai pas pu m'empêcher de continuer tellement l'histoire te laisse sur ta faim, tellement l'aventure et les questions soulevées dans son premier tome te donnent vraiment envie d'en savoir plus. D'un côté, on a un peu cette ambiance à la SNK avec des hommes qui luttent pour leur survie face à un ennemi redoutable et particulièrement cruel, et de l'autre, on a ce fort côté fantasy avec de la magie, des pays somptueux, de la violence et un arrière-fond d'isekai qui n'est absolument pas au premier plan, mais qui soulève pas mal d'interrogations quand même quant aux véritables origines de Kai. Et franchement, les bagarres sont super immersives, les attaches qu'on crée envers tel ou tel personnage sont assez rapides, on n'arrive pas vraiment à aimer un clan plus que l'autre au vu de comment l'histoire nous les présente. Non, écoutez, on est en 2 tomes en tout cas, sur de la fantasy vraiment plaisante à découvrir. Pour tout vous dire, j'ai même été surpris de voir à quel point ces 2 premiers tomes s'enchaînaient super bien en fait. Du coup, ouais, je pense clairement que l'animé sera très apprécié au vu de son histoire et de la tournure qu'elle prend assez rapidement. Et voilà, c'est tout en fait. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que j'ai hâte de me plonger dans cet univers, ma foi, fort divertissant. Et si vous aussi vous êtes intrigué, alors rendez-vous le 11 avril sur Crunchyroll.
Ce printemps, on va beaucoup mener l'enquête aussi à ce que je vois parce qu'on aura également le droit à The Dinner Table Detective. Reiko, c'est la fille d'un riche PDG d'une grande entreprise mondiale. Du coup, on peut dire qu'elle est promise à un bel avenir, celui d'héritière de la fortune de son daron. Sauf que Reiko, elle a un autre passe-temps. Ouais, parce qu'en réalité, elle travaille en tant que détective débutante au commissariat de Konitachi. Et en vrai, elle est plutôt douée pour résoudre des crimes. Enfin, faut dire qu'elle est pas toute seule non plus à les résoudre en fait, puisque le soir, après chaque journée de travail, elle s'empresse de retourner chez elle pour retrouver Kageyama, son majordome qui a tout le faciès d'un mec qui sait résoudre des enquêtes quand on le voit comme ça. Et c'est le cas, puisque autour d'un dîner, Reiko et Kageyama parviennent à résoudre ensemble les affaires les plus complexes qui soient. Bon alors là, je me dois de spéculer, parce que je n'ai trouvé le manga absolument nulle part. On va se demander s'il existe. Mais en vrai, j'ai pas grand chose à dire en fin de compte. On est clairement sur l'animé d'enquête typique. Alors oui, c'est fait par Madhouse, ce qui veut dire que ça va être joli à regarder en termes d'animation, et ça, c'est plutôt un bon point. Mais en soi, ça reste le même principe que tout ce qui s'est déjà fait dans ce style. Des cas à résoudre, un duo de personnages à la fois atypiques et complémentaires, sans doute même peut-être une petite romance naissante, et de l'humour à foison. Perso, j'aime les enquêtes, mais j'avoue qu'en ce moment, je sature un peu. Avec Ameku la saison dernière, je vous avoue que j'ai besoin de faire une pause dans ce genre. Donc, à moins que ça devienne un giga banger, pourquoi pas? Sinon, je me le réserve pour bien plus tard que ce printemps. Ah bah excusez-moi, mais au bout d'un moment, faut faire des concessions si on veut continuer à avoir un semblant de vie sociale. Bref, pour les futurs enquêteurs en herbe, l'animé sera disponible à partir du 4 avril 2025. On passe maintenant à un animé qui pourrait bien cacher son jeu, The Saint whose engagement was broken. Elle, c'est Philia, la plus grande sainte de l'histoire. Une personne qui est censée apporter la prospérité, l'amour, la gentillesse, et qui est censée guider son peuple en faisant preuve d'une extrême bonté. Et c'est ce qu'elle fait, puisque Philia, elle a tout fait pour son pays. Elle a développé l'agriculture, étendu les zones de prospérité, créé de nouvelles routes favorisant ainsi le commerce, mis au point de nouveaux traitements médicaux, géré l'économie du royaume, et dernièrement, elle est même venue à bout d'un démon qui terrorisait les gens. Bref, elle sait absolument tout faire. Enfin, la seule chose qu'elle est incapable de faire, c'est de sourire. Ça fait qu'elle paraît extrêmement hautaine envers tout le monde. Tout l'inverse de ce qu'une sainte devrait être en fait. Et ça, ça irrite pas mal de monde, et surtout sa propre mère qui la dénigre complètement, quitte à préférer sa petite sœur qui est nettement plus l'incarnation d'une sainte que Philia. Et forcément, du coup, sa sœur est préférée de tous en fait, et même du prince que Philia était censée épouser. Bah ouais, parce que ce con-là, du jour au lendemain, il se dit « Ouais, non, je préfère sa sœur en fait, Elle, au moins, elle reste à sa place de femme au lieu d'aller faire le taf des chevaliers. » Ah il y avait des valeurs à l'époque. Sauf que Philia, elle est très proche de sa sœur Mia, qui est la seule dans sa vie à ne pas la voir comme une mauvaise personne. Et ça, le prince, il le sait. Il sait pertinemment que s'il propose à Mia de l'épouser, elle ne voudra jamais par peur de blesser sa sœur. Du coup, il a une idée. Il décide de vendre Philia au pays voisin pour qu'elle puisse s'éloigner et ainsi ne pas interférer dans sa future idylle avec sa sœur. Voilà. Du coup, elle est exilée, sa famille lui sourit à la gueule en lui disant « Adieu ». Sa sœur est triste et une fois arrivée dans son nouveau royaume, bim! Apparition du beau gosse de l'histoire. Et là, vous savez exactement comment va se dérouler l'histoire. Du moins, vous pensez savoir. The Saint whose engagement was broken, c'est une romance. Une belle romance qui va mettre en scène une jeune fille dénigrée, qui va trouver un refuge auprès d'un homme bon qui la traitera comme une personne et non comme une merde, d'un peuple qui l'adulera pour sa personnalité et non son physique nonchalant, et d'une nouvelle vie bien différente que le cauchemar qu'elle a subi jusque-là. C'est touchant, c'est amusant parfois, mais c'est aussi surprenant à bien des égards en fait. Parce que l'histoire ne se résume pas qu'à montrer une romance toute mignonne à la My Happy Marriage. Non, c'est pas juste une belle histoire de reconstruction. Derrière, il y a aussi des intrigues politiques, des jeux de pouvoir et même une grande menace qui se profile à l'horizon. Ouais, parce que si vous croyez que son ancien royaume va juste la laisser tranquille, vous êtes naïf, Entre ça et une incursion démoniaque qui commence à se faire sentir, excusez-moi, mais l'histoire fait réellement en sorte de nous tenir en haleine en fait. Honnêtement, si l'animé retranscrit bien ce qui marche dans le manga, ça pourrait être une belle découverte de la saison. Enfin bref, du coup, si vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 9 avril 2025. Un petit animé original très prometteur, ça vous dit? Si oui, alors Apocalypse Hotel risque de vous intéresser. L'animé nous emmène dans une époque où l'espèce humaine a totalement disparu de la surface de la Terre. Genre, vraiment, il n'y a plus personne. Pourtant, malgré qu'il n'y ait plus personne, il y a quand même un hôtel qui continue à accueillir des gens. Enfin, à espérer accueillir des gens, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plus personne en fait. Cet hôtel, il est situé dans le quartier de Ginza à Tokyo. Donc ouais, c'est ce genre d'hôtel que tu trouves sur Booking au prix de environ trop cher pour toi le grouillot. Mais la particularité de cet hôtel, c'est que son personnel est exclusivement composé de robots. Et parmi ces robots, on peut retrouver Yachiyo, une hôtelière qui est vraiment dévouée envers son taf. Bon alors, vous vous en doutez, il y a absolument 0 client qui s'arrête dans cet hôtel. Forcément, puisque pour la énième fois, il n'y a plus personne sur Terre. Pourquoi je m'énerve ?
Mais pourtant, ces robots, ils passent leur journée à entretenir le bâtiment, dans le seul et unique espoir de voir réapparaître l'espèce humaine un jour. Et là, un miracle va venir bousculer leur existence. Bon. Alors là, je repasse en mode spéculation on, puisqu'il s'agit d'un animé original des studios Cyber Agent et Cyber Games Pictures. Donc forcément, il n'existe aucun manga ni même light novel sur lesquels s'appuyer. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'au vu des bandes annonces, au vu de la beauté de ses paysages, de ses musiques, au vu de la mélancolie des plans montrant ce qui s'apparente à son personnage principal, des bouts de phrases qui nous sont dévoilés, je sens, très honnêtement, entre vous et moi, qu'on s'apprête à vivre une histoire riche en émotions. Parce que, je le redis, mais on sait que le studio derrière l'animé, Cyber Games Pictures, ils sont pas du genre à balancer des histoires en carton. Vu l'ambiance qu'ils nous teasent, on peut être sûr que ça va pas juste être un truc feel good où les robots continuent leur routine en mode on vit notre meilleure vie malgré tout. Je pense vraiment qu'il y a un truc plus profond qui se cache derrière. Est-ce qu'on va nous révéler que des humains existent encore quelque part? Peut-être qu'on va voir apparaître un survivant qui remettra en question tout ce que ces robots croyaient savoir sur le monde? Ou alors, est-ce qu'on n'est pas dans un trip façon Vivi Fluorite Ice Song, où les robots vont commencer à développer une conscience propre et remettre en question leur existence même? Mais si ces machines ont été programmées pour servir l'humanité, et que l'humanité n'existe plus, et du coup elles servent qui? Un animé désertique et magnifique, un hôtel fantôme rempli de souvenirs d'une époque révolue, des robots qui s'accrochent à une promesse peut-être impossible. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Alors si vous aussi vous avez un petit intérêt pour l'animé, rendez-vous le 8 avril 2025. Encore un animé que j'attends énormément avec Rock is a Lady's Modesty. Suzunomiya, c'est la lady dans toute sa splendeur. Elle est raffinée, polie, côtoie une école privée prestigieuse et même ses goûts musicaux relèvent de son incroyable noblesse. Ouais, sauf que tout ça, c'est une façade en fait. En réalité, elle a juste été obligée de devenir ce qu'elle prétend être après le remariage de sa mère avec un mec de la haute société. En réalité, Suzunomiya n'a absolument rien d'une lady. Elle est vulgaire, impulsive et par-dessus tout, elle aime le rock. Et je parle du genre musical, pas du catcheur chauve. Même si j'avoue, on lui ferait bien un petit bisou sur son crâne à celui-ci. Et comme tous les vrais rockers qui mettent de la 8-6 dans leur céréales et qui sniffent à rail toutes les heures, elle, ce qui l'a fait vibrer, c'est de brancher sa guitare sur son ampli, mettre le son à fond et faire gueuler les décibels avec un bon power chord. Mais ça, personne ne doit le savoir. Si les gens venaient à savoir que son côté lady n'était qu'une supercherie, sa mauvaise réputation pourrait nuire à sa vie, mais aussi et surtout à celle de sa mère. Et ça, Suzunomiya ne veut absolument pas que ça arrive. Sauf qu'un jour, elle découvre par inadvertance un bâtiment abandonné dans lequel Kurogane, la fille la plus aimée de toute l'école, notamment pour l'incarnation de la noblesse qu'elle représente, s'adonne à un giga solo de batterie avoisinant les 187 BPM. Oui, Kurogane est aussi une rockeuse. Et après une certaine provocation de sa part, Suzunomiya, elle décide de lui montrer ce qu'elle sait faire. Elle l'accompagne à la guitare, elle se déchaîne toutes les deux, et là, Kurogane lui fait un giga fuck en lui expliquant « Tu joues comme une grosse merde !» Et ça, au départ, ça va énerver Suzunomiya, forcément. Mais en discutant, en apprenant à connaître un peu la double personnalité de Kurogane, entre fille d'une pureté absolue et giga rockeuse bien vulgaire, elle va décider de monter un groupe avec elle, avec deux conditions. Parvenir à se produire au Fuji Rock Festival, un énorme festival de rock, mais aussi et surtout ne jamais dévoiler leurs secrets aux autres. Alors, honnêtement, j'adore les animés musicaux. Même si j'avoue, j'ai encore du mal à me remettre de Ave Mujika là. Mais cette histoire-là, elle est vraiment différente des autres œuvres du même style. Je vous le garantis. Ok, le thème principal, c'est la musique. Mais l'attrait premier de la série, c'est avant tout ses personnages. Je vous promets, ils sont juste géniaux en fait. C'est pas une histoire qui va mettre en place un énième pouvoir de l'amitié qui va peu à peu s'exprimer à travers la musique. Non, ici les personnages sont constamment en train de se chier dessus en fait. C'est une vraie rivalité musicale. Du moins, dans les 7 premiers chapitres. Pas trouver la suite sur internet. Chaque répétition, c'est vraiment des batailles d'ego qui visent à ridiculiser l'autre carrément. Et en vrai, rien qu'en regardant les images dans le manga, c'était déjà particulièrement épique. Alors en ajoutant les musiques bien rock'n'roll telles que Moody and the Sakoban, pour reprendre l'extrait musical cité dans le manga, ça va être tout simplement génial. Surtout que là, on est vraiment dans le monde du rock. C'est vulgaire, c'est particulièrement cru. On a tout un tas de références à des groupes emblématiques qui ont marqué l'histoire du rock, comme Led Zeppelin, Metallica, Red Hot Chili Peppers. On a même des références cinématographiques comme Whiplash. Non, vraiment, j'ai kiffé ma lecture. Et le fait d'avoir des personnages avec des doubles personnalités devant jongler avec leur côté lady et leur côté giga bourrin là, c'est à la fois drôle et particulièrement surprenant, je vous le cache pas. Non, et puis même quand on voit la bande-annonce, je suis désolé mais je suis hypé. Je suis vraiment hypé. Bref, l'anime sera disponible à partir du 3 avril 2025. Pour l'instant, toujours pas de licence annoncée, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que ça sera sur Crunchyroll. J'espère que ce sera sur Crunchyroll, parce que je suis un peu fauché et j'ai pas envie de reprendre un abonnement ailleurs.
On passe maintenant au premier isekai de cette saison, et en vrai il y en a pas tant que ça cette saison en fait, avec I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire. L'histoire va nous faire suivre celle de ce type, qui a absolument tout perdu. Mais genre vraiment, hein, il avait un boulot qui lui plaisait, sauf que son patron a détourné de l'argent et il lui a fait porter le chapeau. Il avait une femme qu'il aimait vraiment, mais elle s'est associée avec son patron et en plus elle l'a trompé. Il avait même une fille qu'il chérissait plus que tout, sauf qu'elle était pas de lui, et que sa femme se servait d'elle pour lui soutirer une pension alimentaire. Bref, il n'est plus qu'un homme brisé, détruit par la tristesse et la honte de cette fait lamentablement traité comme une merde. Sauf qu'un jour, un mec particulièrement chelou, hein, on va pas se mentir, se manifeste devant lui en lui expliquant qu'il est un guide. Et qu'ayant de la peine pour lui, il lui propose de lui offrir une seconde chance dans un monde bien meilleur que celui-ci, en lui promettant de lui offrir tout ce qu'il rêvera d'obtenir, histoire de compenser toute la peine qu'il a accumulée dans cette vie. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le guide est très loin d'être le bon samaritain qui vole à son secours par pitié. Donc du coup, bah forcément, hein, il accepte d'être réincarné dans un autre monde. Sauf que, en acceptant, il se fait la promesse de devenir un être ignoble, de vivre une vie de débauche dans laquelle plus personne ne le prendra de haut. C'est alors qu'il se réincarne en Liam Serabenfield, le jeune seigneur d'un gigantesque empire intergalactique. Et alors, je sais ce que vous vous dites. On est ici dans l'isekai basique avec un héros qui va devenir surpuissant et entouré de filles dont toutes les statistiques auront été mises ici plutôt qu'ici. Alors oui, mais pas totalement. Je dois vous avouer que j'ai vraiment apprécié ma lecture du premier tome. Déjà parce que la réincarnation dans ce nouveau monde est pleinement justifiée. Elle est pas juste anecdotique pour pouvoir bénéficier du tag isekai. Non, elle est véritablement l'essence de l'histoire. C'est pas juste je me réincarne et basta. Non, cette réincarnation, vous verrez, elle joue un rôle crucial dans l'histoire qui perdure au fil des chapitres. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait plaisir, enfin. Et l'autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le monde dans lequel Liam se réincarne. On est loin d'être dans un univers typique de fantasy propre à tout isekai. Non, là on a un empire galactique et rien que ça, bah ça change un peu. On a des IA, des vaisseaux de fous, des mechas gigantesques. Mais rassurez-vous, hein, l'histoire fait quand même en sorte de plaire à tout le monde puisque on a aussi des combats à l'épée vraiment stylés, de la magie et même un côté géopolitique plutôt pas mal à base de corruption, de dépenses militaires, de conquêtes galactiques. Non, franchement, c'est cool. Mais ce qui rend tout ça encore plus cool, bah c'est Liam en fait. C'est l'ambiance qu'il parvient à créer. Il ne se laisse plus faire, il se réincarne avec cette volonté de devenir un véritable oppresseur, ce qui fait qu'on se retrouve dans une histoire bien plus crue et bien plus malsaine, où chaque personnage que vous rencontrez peut se révéler être le plus horrible des personnages, malgré un giga sourire de mec sympathique sur son visage. Non écoutez, j'ai lu 10 chapitres, et ça suffit à me donner envie d'en savoir plus sur ce monde, et surtout aussi de voir comment ce côté réincarnation va tourner en fait. Bref, l'anime sera disponible à partir du 5 avril 2025, mais toujours pas de licence annoncée à ce jour. Bon alors, update, c'est déjà sorti sur Crunchyroll, c'était censé sortir le 5 avril, et Crunchyroll a décidé de ruiner mon taf. Du coup vous l'avez sûrement déjà vu, premier épisode quoi, mais... Oh. On passe maintenant à un animé qui va nous émerveiller, certes, mais qui va être aussi particulièrement dangereux pour nos comptes en banque, Zatsutabi That's Journey. Le monde est magnifique. Alors, question, qu'est-ce qui vous empêche d'aller le découvrir? Votre patron? Non. Votre couple? Non. C'est vous-même le problème. Et c'est justement ce que Zatsutabi vous apprend, puisque l'histoire va suivre Chika Suzugamori, une jeune fille qui rêve de devenir mangaka. Le truc c'est que bon, devenir mangaka, c'est comme essayer de devenir youtubeur. Ça demande beaucoup de chance et énormément de stress. Du coup, Chika, elle décide un truc complètement fou. Partir voyager dans tout le Japon, histoire de libérer son anxiété et, qui sait, peut-être trouver l'inspiration qui fera d'elle la mangaka qu'elle rêve d'être. Alors, regardez Zatsutabi, c'est comme partir en voyage sans bouger de son canapé. Je vous promets, c'est tellement reposant, drôle, touchant, mais aussi incroyablement immersif. Chika, elle est comme nous, c'est juste une jeune fille qui se pose 1000 questions existentielles comme le travail, l'argent, la famille, les responsabilités, et qui, face à toutes ces incertitudes, trouve une seule réponse. Je veux partir en voyage. Mais vous voyez, ce que j'aime dans cette œuvre, c'est que son histoire, c'est bien plus qu'une simple errance à travers le Japon. C'est une plongée dans l'inattendu, une leçon sur la gestion du budget, sur l'organisation d'un périple, sur la découverte de soi, mais surtout sur la beauté des rencontres et des paysages. En fait, c'est pas des grandes aventures épiques, mais juste une suite de petits voyages, de découvertes visuelles et humaines qui rendent chaque chapitre vraiment vivant et authentique. Et honnêtement, après l'avoir lu, c'est difficile de pas ressentir cette envie viscérale de prendre son sac et de partir vers le monde. Il me manque juste la thune perso. Mais vu que vous êtes des radins, c'est pas demain que je vais partir quoi. Enfin bref, la communauté qu'on mérite, hein, comme on dit.
Bref, du coup, je me répète, mais j'ai giga hâte de me plonger dans cet animé. Et du coup, si vous aussi vous avez envie de vous évader, alors rendez-vous le 7 avril 2025. Enfin, une rom-com school life scène pour cette saison avec Can Friendship Between Men and Women Exist? No, it doesn't. Yu Natsume, c'est un jeune collégien qui est passionné par les fleurs, à tel point qu'il a même décidé d'en faire des bijoux et de les vendre. Et ça, ça a pas mal attiré l'attention d'Imari Inuzuka, la collégienne la plus populaire de l'école, qui trouve la passion de Yu vraiment fascinante. C'est pourquoi elle lui propose de faire équipe. Lui, il fabriquera les bijoux, et elle, notamment grâce à sa sociabilité exemplaire et sa popularité sur les réseaux, elle se chargera de lui trouver des clients. La seule condition que les deux collégiens s'imposent quant à leur collaboration, c'est qu'ils ne devront jamais tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf s'ils atteignent 30 ans et qu'ils sont toujours seuls. Alors là, oui, ils verront pour se mettre ensemble. Ayez des amis d'enfance. Et d'un commun accord, ils entament ainsi une belle amitié. 2 ans plus tard, Yu et Himari sont les meilleurs amis du monde. Ils sont désormais au lycée et ont rejoint le club de jardinage. Bref, tout va bien pour eux quoi. Jusqu'au jour où Yu voit débarquer une jeune fille. Et cette jeune fille n'est nulle autre que son premier amour qu'il n'a jamais réussi à oublier. C'est à partir de ce moment-là que Himari va ressentir certaines choses bizarres en elle. Et qu'elle va se poser une question qui va totalement chambouler sa relation avec Yu. Est-ce qu'un garçon et une fille peuvent réellement être amis? Bon alors Alex in Chains vous dira non, et cet animé, pareil puisque je vais pas vous mentir, mais on est clairement ici dans la rom-com basique. Un triangle amoureux, une promesse d'enfance, des sentiments naissants, de la jalousie, des quiproquos, de la comédie, bref, si vous aimez le genre, vous allez aimer cet animé, je vois pas quoi vous dire de plus. C'est drôle, c'est mignon, c'est ultra prévisible, on va pas se mentir, mais c'est divertissant. Notamment grâce à la dynamique particulièrement plaisante et pas mal originale entre Yu et Himari, qui sont potes, qui se vannent comme des potes, mais qui malgré tout, au travers de diverses phrases ou gestes qu'ils ont l'un pour l'autre, montrent bien qu'ils ont de vrais sentiments. Non écoutez, c'est pas une rom-com qui va révolutionner le genre, clairement pas. Mais c'est une rom-com qui vous fera passer pour sûr un bon moment. Et en général, c'est ce qu'on demande d'une rom-com, qu'elle soit à minima divertissante. Donc ouais, si vous aimez les rom-com vraiment classiques, alors rendez-vous le 4 avril pour découvrir ça. Autre petit animé prévu pour ce printemps avec Ninkoro, Ninja to Koroshiya no Futaregurashi. Kunoichi Satoko, c'est une ninja qui a décidé de fuir son village parce qu'elle s'est plaisait absolument pas. Le problème c'est que, étant une ninja, elle a jamais rien connu d'autre que sa vie dans son village natal. Du coup, en fuyant, elle finit à la rue. Mais un jour, elle croise le chemin de Konoha, qui, malgré sa réticence, va finir par accepter de l'aider. Comme de par hasard, elle fuit un village ninja et elle se fait sauver par Konoha. Je me suis chatouillé la bouche. Et d'ailleurs, Kunoichi, vous changez toutes les lettres. Ça fait Naruto. Coïncidence? Je ne pense pas. Oh ta gueule. Et bien évidemment, la suite de Satoko, elle passe pas inaperçue, Le code des ninjas, il est très strict à ce sujet. Tu fuis, tu crèves. Et donc, sans crier gare, une ninja se pointe devant le duo avec la ferme intention de buter Satoko. Sauf que, elle se fait aussitôt égorger par Konoha. Ouais, parce que, en fait, Konoha, c'est une tueuse à gages. Et du coup, elle accepte de devenir la garde du corps de Satoko en échange de ses services. C'est donc de cette manière que débute une amitié extrêmement sanglante. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ok, ça va sûrement être un animé type Cute girls doing cute things, Mais quand j'ai lu le premier chapitre, j'ai tout de suite compris que ça allait me plaire en fait. Ouais, parce qu'au final ici on est dans une comédie plutôt macabre. T'as des moments hyper choux entre deux filles d'apparence inoffensive et puis d'un coup, bam, une exécution à froid, un corps planqué dans un coin, une scène sanglante balancée sans prévenir. Le contraste est tellement énorme que ça en devient génial en fait. Une seconde t'as l'impression de regarder un slice of life hyper chill, et la seconde d'après t'as un mec qui se fait égorger sous tes yeux comme si c'était la chose la plus banale au monde. Et le pire c'est que pour elle ça l'est. C'est justement ça qui rend l'histoire aussi plaisante à suivre. Parce que tu la prends jamais au sérieux au final. C'est burlesque, c'est absurde, mais c'est intriguant à mort. En fait c'est une œuvre qui joue à fond sur l'opposition entre l'ultra mignon et l'ultra violent. Et franchement, c'est un équilibre qui fonctionne à merveille je trouve. Du coup ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire, je suis désolé, mais si jamais ça vous intéresse, alors rendez-vous le 10 avril pour découvrir ça. On passe maintenant à un animé qui sent les clichés à plein nez, mais bon, ne sait-on jamais, Goriya no Kami. L'animé nous emmène dans un monde dans lequel il est pour coutume qu'un adolescent, une fois l'âge de 16 ans atteint, se voit octroyer une bénédiction divine. Bon alors, cette bénédiction divine, c'est ni plus ni moins que l'obtention d'un familier puissant qui veillera sur lui. C'est dans ce contexte qu'on va suivre Sophia Riller, une noble qui fait beaucoup parler d'elle de par la puissance qu'elle détient. Ouais, parce que Sophia, c'est pas un petit familier qu'elle a obtenu à ses 16 ans, non. Elle a reçu la bénédiction du dieu gorille, l'une des créatures les plus redoutables qui soit. Mais vous voyez, Sophia, elle a beau être ultra puissante, elle, tout ce qu'elle veut, c'est une vie ultra chill en fin de compte, Elle s'en fout d'être puissante, elle veut juste profiter de la vie. Sauf que, évidemment, qui dit grand pouvoir, dit beaucoup de mecs chelous qui convoitisent cette puissance. Et donc, c'est le début de l'enfer pour Sophia.
Bon alors, pour tout vous dire, j'ai pas trouvé le manga pour celui-là, donc j'ai pas pu le lire, hein. Du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des bandes annonces, bah j'ai clairement l'impression qu'on se retrouve dans de la fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un duo de héros mixtes qui laisse entrevoir une romance naissante, de la magie, de la bagarre, des moments drôles. Je suis désolé, ça m'arrive pas souvent, mais là, je sais absolument pas quoi vous dire, tellement je suis pas inspiré par l'animé en fait. Non, j'ai rien à dire, écoutez, des fois, vous dites, non, j'ai rien à dire en fait. Pour être honnête, je sais pas si je regarderai, même si l'aspect familier divin à base de gorilles, ça peut être original, mais en fin de compte, j'ai juste l'impression de voir un truc que j'ai déjà regardé avant. Donc, ouais, je verrai peut-être le premier épisode histoire de dire, mais au-delà de ça, je suis pas hyper hypé, hein, je vais pas vous mentir. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 6 avril. Mes gros bourrins fans de castagne vont être ravis cette saison, puisqu'on aura également le droit à Guilty Gear Strive, Dual Rulers. Nous sommes dans un monde où la science a complètement été remplacée par la magie. Le truc, c'est que malgré cette évolution, bah, les humains sont restés gigacons en fait, hein. Puisque très vite, ils se sont empressés de créer les Gears, des armes biologiques absolument terrifiantes qui ont fini par se rebeller contre leur créateur. Sin Kisuke est un garçon né d'une union qui est taboue, hein, disons-le, entre une humaine et un Gear. Et en vrai, le fait que ses parents puissent se marier malgré leurs différences, bah ça prouve que le monde est en train de progresser de manière positive, de progresser vers une ère de paix et d'acceptation. Ouais, sauf qu'un jour, une jeune fille haïssant les Gears apparaît, et c'est à ce moment précis que l'équilibre du monde finit par être menacé. Bon alors, j'ai déjà fait quelques parties de Guilty Gears, hein, il fut un temps, mais je dois vous avouer que perso, j'étais plus team cassage de clavier sur Street Fighter. Du coup, bon, je connais pas vraiment le lore de Guilty Gear, mais franchement, même sans connaître à fond le lore du jeu, bah difficile de pas être hypé par ce que l'animé nous promet. Déjà, visuellement, il s'envoie du lourd, hein, faut se le dire. Les trailers montrent une animation ultra fluide, des combats explosifs et une DA qui transpire le style. Mais vous voyez, au-delà des combats, ce qui m'intrigue, c'est le propos derrière l'histoire. Parce que, ouais, sur le papier, c'est du classique. Humain versus armes qu'ils ont eux-mêmes créées, discrimination, haine irrationnelle, c'est du déjà vu. Mais le fait qu'on suive un gamin qui incarne l'union de ces deux mondes, ça apporte un vrai potentiel dramatique selon moi. Il est la preuve vivante qu'une coexistence est possible, et évidemment, bah, ça plaît pas à tout le monde. Du coup, je pense vraiment que l'animé pourrait jouer sur cette tension, nous balancer un conflit aussi bien politique que physique, avec Sin pris entre deux camps, et au final, pas juste se résumer à de la baston. Après, la chicorre, on prend aussi, hein. Bref, écoutez, entre l'univers ultra stylé, les combats qui s'annoncent nerveux et un scénario qui pourrait avoir plus de profondeur qu'on ne l'imagine, bah ouais, personnellement, j'ai hâte de découvrir ça. Et du coup, si vous aussi vous êtes hypé, alors rendez-vous le 5 avril sur Crunchyroll. Ce printemps, on va aussi beaucoup chialer avec Summer Pocket. Takahara Airi, c'est un garçon qui vient tout juste de perdre sa grand-mère. Du coup, ouais, il est pas mal bouleversé, hein. Et c'est pourquoi il décide de partir passer ses vacances d'été sur l'île de Torishirojima, une île où il fait beau vivre, où il fait chaud, où l'eau est bleue, où l'air est pur. Bref, tout l'inverse de Paris en ce bon mois de mars. Mais quand il arrive sur l'île, il aperçoit une jeune fille aux cheveux longs, qui visiblement le fixe de loin. Et là, pouf, elle disparaît d'un coup. Qui est-elle ? Aucune idée. Et même si c'est intriguant, bah Takahara, il décide de pas trop s'en soucier, et de profiter pleinement de ses vacances. Sauf que, vous le savez, on est dans une œuvre de Kei. Autrement dit, l'animé sera sans doute livré avec un rouleau d'essuie-tout. Perso, je suis déjà équipé. Enfin, j'ai ça sur mon bureau parce que je suis quelqu'un de très émotif, hein. Mais ça veut aussi dire que cette île, bah, elle cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît. À commencer par les anciens souvenirs enfouis de Takahara, qui, peu à peu, refont étrangement surface. Kei. Juste Kei. J'ai pas besoin d'en dire plus en fait. Angel Beats, Little Busters, Canon, RTV, Clannad, Kei, c'est le studio qui aime te mettre en PLS et continuer à te piétiner quand t'es déjà au plus mal en fait. Alors évidemment que Summer Pocket ne va pas déroger à la règle. Et pour tout vous dire, j'ai joué aux 30 premières minutes du visual novel pour me faire une petite idée afin de faire cette vidéo. Mais j'ai tellement attendu le retour d'une histoire du studio Kei en animé que finalement, j'ai pas voulu me priver du plaisir de découverte hebdomadaire. En fait, vous voyez, à l'époque, j'ai pas eu la chance de suivre Clannad au fil des épisodes tout en discutant avec les fans de leurs théories, leurs ressentis, etc., etc. Et là, j'ai envie de le vivre. Parce que, ouais, une œuvre du studio Kei, c'est avant tout une œuvre à vivre. Et vous voyez, j'ai même pas envie de spéculer sur l'histoire, en fait. J'ai juste envie de lancer le premier épisode et de me laisser porter par une narration envoûtante comme Kei a le talent de le faire. Bref, l'animé sera disponible à partir du 7 avril sur Crunchyroll. Et vraiment, s'il y a bien une priorité à ne pas louper, c'est celle-là.
Exactement comme celle qu'une vieille m'a refusée, habillement ainsi ma superbe carrosserie de Clio 4 1,5 litre DCI 90. Ça n'a rien à voir mais j'ai les nerfs, fallait que je le partage. Autre animé prévu pour ce printemps, The Catcher in the Ballpark. Murata c'est le gros fan de baseball par excellence. Ouais, en bon fan qu'il est, il ne loupe jamais aucun match. Et c'est d'ailleurs un jour de match qu'il fait la rencontre de Ruriko, une vendeuse de bière qui est aussi jolie qu'extravertie. Mais en réalité, cette fille est extrêmement pure, une fille d'une grande innocence. Et après avoir servi Murata, elle décide de rester à ses côtés. Bon alors écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur cet animé, hein. On est sur une création originale de Junichi Kitamura, qui n'est pas personne, hein, puisqu'il a réalisé Fluffy Paradise. Donc ouais, je pense que là on va se retrouver dans une œuvre remplie de bons sentiments, agréable à découvrir et même peut-être quelque peu romantique. Le problème c'est que bon, on n'a pas beaucoup d'infos sur l'histoire principale, donc je peux pas vraiment spéculer. Juste au vu des bandes annonces, ça a l'air d'être beau, ça a l'air d'être rafraîchissant, ça a l'air d'être touchant par moments, drôle aussi beaucoup je pense. Et mine de rien, ça a l'air de porter aussi sur le sport, hein, on va pas se mentir. Et plus particulièrement sur le baseball, sport auquel j'ai jamais rien bité, donc bah pourquoi pas. Perso, je testerai volontiers quelques épisodes pour voir un peu ce qu'il en est, parce que à l'époque, je n'attendais absolument rien de Fluffy Paradise, et pourtant j'avais vraiment adoré l'animé. Donc ouais, je le mets sur ma liste des animés à voir. Et si vous aussi, du coup, vous avez envie de tenter l'expérience, alors rendez-vous le 1er avril pour découvrir ça. Autre animé giga cliché prévu pour ce printemps, The Unaware Atelier Master. Kurt Rokans, c'est un mec qui fait partie d'un groupe. Mais vu qu'il est faible, il se fait virer, il se retrouve seul et au final, il apprend que ses compétences sont pas du tout pourries, blablabla. Le début classique d'un animé fantasy lambda. Ouais, parce qu'en fait, ses pouvoirs lui permettent de réaliser des exploits remarquables, comme sauver des vies, protéger des villes et même, apparemment, changer le destin de tout un pays, ouais, carrément, ouais. Du coup, bah ouais, c'est l'histoire d'un héros jugé nul qui est en fait surpuissant. Et voilà. En fait, tout est dans cette dernière phrase, je pense pas avoir besoin de plus argumenter sur le sujet. Je veux dire, oui, ça peut être cool, je dénigre pas avant d'avoir vu, hein, mais si j'ai pas été intéressé par les deux animés similaires la saison dernière, bah c'est pas pour trouver un intérêt soudain pour celui-là, hein, je vous le cache pas. Donc je pense que ça peut être divertissant, je pense que certains d'entre vous aimeront regarder cet animé, mais perso, je fais une giga indigestion de ce genre d'histoire, donc bah ça va être un skip, hein, tout simplement. Bref, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure de Kurt, alors rendez-vous le 6 avril pour découvrir ça. Alors là, on passe à un animé que vous ne devez surtout pas louper, Moonrise. L'histoire prend place dans un futur plus ou moins lointain. Ouais, en fait, je sais pas trop parce que même le synopsis, il sait pas lui-même, donc bon... Et cette époque, bah, elle est régie par Sapientia, une intelligence artificielle omnipotente qui a été élaborée afin de prendre les décisions les plus justes pour le bien commun. C'est donc de cette manière qu'elle a décidé que la Lune, qui est déjà habitée par une population plutôt pauvre, devait devenir une colonie pénitentiaire. Ouais, genre la Lune, c'est devenu une tôle. Ah bah tu passes une soirée à regarder le ciel, tu te retrouves à taper un tête-à-tête avec Marc Dutroux entre deux constellations. Mais du coup, forcément, faire de la Lune une prison où tous les criminels seront exilés, bah ça plaît absolument pas à ceux qui vivent déjà sur la Lune. Et c'est normal. Du coup, bah il y a une révolte qui explose. Et c'est justement au cœur de cette lutte que nous allons croiser le chemin de Jack, un garçon qui a vu sa famille être décimée par des rebelles après un attentat, ce qui lui a provoqué une extrême envie de vengeance. Il décide alors de s'engager dans une escouade militaire terrienne et de se rendre sur la Lune. Mais une fois arrivé, il se rend compte que les héros et les oppresseurs ne sont pas toujours ce qu'on croit. Bon, s'il y a bien un animé à ne pas louper cette saison, bah c'est clairement celui-là, hein, je vais pas vous mentir. Rien que d'énumérer le staff qui a bossé sur l'animé va suffire à vous le faire ajouter en priorité sur votre liste. Hiromu Arakawa pour le design des personnages, qui est notamment connu pour un petit animé sans prétention, hein, je crois qu'il a été meilleur animé de tous les temps pendant un long moment. Masashi Koizuka à la réalisation, qui a d'ailleurs bossé sur les saisons 2 et 3 de l'Attaque des Titans, un scénario de Tou Ubukata, celui-là même qui a fait Psycho Pass et Ghost in the Shell, et le tout dirigé par Wit Studio à l'animation, qui a déjà prouvé son indéniable talent par le passé. Et franchement, quand tu regardes le staff plus le concept, bah je suis désolé, mais ça pue le chef-d'œuvre à plein nez. Parce que oui, une intelligence artificielle qui gère la société et balance tous les criminels sur la Lune, ça semble être une solution parfaite. Mais en vrai, c'est juste une dystopie bien crade déguisée en utopie technologique. Et vu le staff derrière l'animé, je le répète, on peut s'attendre à une narration ultra travaillée, des enjeux politiques et humains vraiment costauds, et une mise en scène qui va nous scotcher au siège. Bref, Moonrise, c'est LE gros poisson de la saison. L'univers, il a l'air dingue, les enjeux ont l'air fous, la production est gérée par des pointures. Si l'animé tient ses promesses, et au vu du trailer, j'en doute absolument pas, hein, on tient potentiellement un des nouveaux monstres de la science-fiction en termes d'animé. Et honnêtement, bah j'ai beaucoup trop hâte de voir jusqu'où ils vont pousser le délire en fait. J'ai beaucoup trop hâte de me plonger dans cette œuvre qui a l'air complètement sensationnelle. Enfin bref, rendez-vous absolument le 10 avril sur Netflix pour découvrir ça. Petite surprise aussi prévue pour ce printemps avec Uchujin Mumu. Ça, à première vue, c'est un chat totalement banal avec lequel on aurait envie de faire des gouzi. J'aime les animaux.
Mais en réalité, bah ce truc là n'a rien à voir avec la race féline, puisque de son prénom Mumu, ce chat est en fait un extraterrestre qui a vu sa planète être réduit à l'état le plus primitif qui soit. Bah ouais, parce que sur sa planète, il y a eu une guerre, et les premiers qui ont été tués dans cette guerre, bah ce sont les scientifiques et les intellects. Ce qui fait que, forcément, il ne reste plus que les idiots sur sa planète en fait, Son monde c'est carrément devenu idiocratie. Ou mon fil TikTok. Ouais, parce que au final, les habitants de sa planète, bah ils sont devenus incapables de se servir des diverses technologies qui ont été créées. Forcément, il n'y a plus aucune personne capable de leur enseigner comment on les utilise. Mais Mumu, lui, il compte bien reprendre les choses en main. Et pour ce faire, il sait qu'il doit repartir de zéro. C'est alors qu'il découvre une planète bien plus primitive que la sienne, la planète Terre. Il débarque alors chez Sakurako, une étudiante victime d'anxiété sociale extrêmement forte. C'est simple, dès qu'on lui parle, elle se tétanise. Et il se met en tête d'étudier la forme de technologie humaine la plus primitive qui soit, l'électroménager. Bon alors je vous avoue que quand j'ai commencé à lire le manga, je m'attendais à un truc pas vraiment folichon. Je veux dire, j'avais vraiment cette arrière-pensée de l'histoire type ultra what the fuck avec des péripéties bourrées d'humour et de scénarios qui n'auraient ni queue ni tête. Mais en vrai, c'est plus profond qu'il n'y paraît. Ouais, je sais, ça surprend. Ouais. En fait, cette histoire, déjà c'est pour tous ceux qui aiment apprendre des choses en se divertissant, parce que oui, vous allez vraiment apprendre le fonctionnement d'un micro-ondes. Vous allez découvrir comment marche un aspirateur, comment se monte un frigo. Vous avez même à chaque fin de chapitre des petits tips hyper intéressants comme comment faire des économies d'énergie dès aujourd'hui. Éteignez votre ordinateur. Mais ce qui est vraiment bien aussi, c'est que derrière tout ça, bah y a une véritable histoire. Que ce soit la guerre du monde de Mumu, sous couvert de racisme et de colonialisme, de la douce romance naissante entre Sakurako et un garçon de sa classe qui lui plaît vraiment, de l'amitié qu'on découvre entre les chats extraterrestres et les humains, ou même les lycéens entre eux, et aussi et surtout du dur handicap de Sakurako qui doit constamment vivre avec une anxiété telle que ça lui pourrit littéralement la vie. Et étant moi-même terrorisé par les relations sociales, je peux vous dire que ce manga c'est un vrai reflet de notre vie à nous, les anxieux. Et la voir être soutenu par ce petit chat tout mignon là, ça me fait me dire que j'ai peut-être chopé le mauvais modèle. Bref, j'aime cette histoire. J'aime la dynamique de sa narration. Dites-vous, des fois vous avez même des bastons qui surviennent aussi sans crier gare. Et tout ça, c'est ce qui rend le truc pas mal surprenant. Ouais, voilà en fait, le mot parfait pour catégoriser cette œuvre, c'est surprenant. Du coup, si vous avez envie aussi de découvrir cette petite histoire qui ne paye pas de mine, ou si vous avez besoin de réparer un frigo, ça marche aussi, alors rendez-vous le 9 avril 2025. Autre giga banger en approche ce printemps, puisqu'on aura également le droit à Lazarus. L'histoire prend place en 2052, époque durant laquelle la maladie et la douleur ont été éradiquées. En gros, la mort, elle a été nerfée. Bah, en même temps, le patch d'avant, elle était un peu trop OP. Et tout ça, on le doit à Skinner. Ouais, non, pas ce Skinner là. Le docteur Skinner, c'est un neuroscientifique lauréat de prix Nobel qui a réussi à mettre au point un médicament miracle, sans aucun effet secondaire, appelé Hapunin, qui permet justement d'éradiquer maladie et douleur. Et forcément, une telle pilule, bah, ça devient primordial pour l'humanité, qui s'empresse directement de l'intégrer à son quotidien, malgré qu'étrangement, pile après sa mise sur le marché, le docteur Skinner a disparu. Sauf que 3 ans plus tard, Skinner il réapparaît. Et là, il y a un problème. Bah ouais, parce qu'il explique que ceux qui ont pris la pilule, bah il leur reste plus que 3 ans à vivre. 2052. 2052 et l'humanité est toujours pas foutue de flairer une arnaque. Ah bah, comme quoi, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Enfin, ça dépend si c'est Pierre Palmade qui roule du coup. Ouais, en fait, cette pilule, elle a juste été créée pour punir celles et ceux qui auraient voulu braver les règles de la nature. En gros, bah disons les termes, il les a baisés, hein. Sauf que ça, bah ça plaît pas aux gens, forcément. Et notamment à un groupe de 5 agents spéciaux qui ont été formés en urgence, ayant pour seule mission de sauver le monde. Cette unité spéciale, nommée Lazarus, n'a alors que 30 jours pour retrouver Skinner, afin de mettre un vaccin au point contre le Hapunin. Sinon, l'humanité... c'est ciao, c'est ciao. Dès que j'ai vu le synopsis, j'ai su qu'on allait être dans un banger absolu. Déjà parce que c'est une création originale de Mappa, ce qui veut dire que, vu que Mappa signe l'échec de ses employés avec ceci, bah la qualité sera forcément au rendez-vous, hein. Mais aussi parce que, comme Mappa sait le faire en règle générale, bah ça sent l'histoire à la fois sombre et particulièrement marquante. Je veux dire, quand on voit qu'à la réalisation c'est celui-là même qu'a fait Samurai Champloo et Cowboy Bebop, tu peux pas avoir d'a priori sur l'animé en fait, c'est juste impossible. Tu sais que l'histoire sera pas écrite avec le cul, et ça bah personnellement c'est déjà un point qui fait que je l'attends tout particulièrement. Outre ça, le concept même de l'histoire me hype vraiment. Le fait qu'on assiste à une course contre la montre dans laquelle l'humanité doit parvenir à trouver un vaccin rapidement, sinon elle disparaît, je trouve que ça rajoute une tension nettement plus palpable et plus intense qu'un schéma narratif classique où vous avez un gentil et un méchant. Le fait de mettre une épée de Damoclès au-dessus de ses héros et ce dès le début, je pense que ça peut laisser carte blanche à leur façon d'agir. Je veux dire, quand vous savez que vous allez crever, vous avez absolument plus rien à perdre. Et en soi, bah c'est justement ce côté-là qui pourrait vraiment contribuer à rendre l'intrigue encore plus profonde. Découvrir la psychologie humaine face à la mort, voir l'humanité essayer de passer outre les lois de la nature, suivre un antagoniste qui,
à mon avis, a une raison plus profonde de créer ce médoc qui guérit les cellules cancérigeuses. Quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Que de simplement se prendre pour une sorte de dieu. Bref, écoutez, je pense qu'on va vraiment bien manger en fait. Je sens que ça va être beau, nerveux, intense, avec des séquences animées de malade mental, des plot twists inattendus, une histoire qui va nous bousculer, ça sent le thriller intense, la pression à chaque épisode, un scénario qui va nous retourner le cerveau. Bref, j'ai hâte. Et vu que je pense que vous aussi vous l'attendez celui-là, bah du coup rendez-vous le 5 avril sur Adult Swim. Je me suis dit, restons sur nos gardes, hein. Je vous rappelle que le dernier animé à avoir été diffusé sur Adult Swim, c'était Ninja Kamui. Et... non, je peux pas, c'est encore trop tôt. Un énième banger pour cette saison, ça vous dit? Bah ça tombe bien parce que ce printemps, on aura également le droit à Your Format. 1992. Une pandémie d'encéphalite virale a totalement bouleversé le monde. Ce qui a sauvé l'humanité, figurez-vous, c'est une technologie nommée Your Format. Un dispositif implanté dans le cerveau capable d'enregistrer la vision, le son entendu et même les émotions enregistrées par les détenteurs. Et du coup, bah forcément, enquêter sur des crimes, c'est devenu bien plus facile. Tu te branches sur la cervelle d'un suspect et hop, tu vois en direct tout ce qu'il a fait à l'heure où tu le suspectais. Bon, alors bien sûr, il y a que les enquêteurs électroniques qui ont le droit de faire ça, hein. Et justement, celle qu'on va suivre dans cette histoire, bah c'est elle, Ichika Ieda, une enquêteuse électronique considérée comme une véritable prodige qui est devenue enquêteuse à un âge vraiment jeune. Du coup, elle se voit obtenir un nouveau partenaire humanoïde nommé Harold Lucraft. Et c'est ainsi que Ichika et Harold vont se retrouver à devoir enquêter sur divers secrets dissimulés au sein de Your Format. Bon alors, encore une fois, je vais devoir spéculer, hein, parce que impossible de trouver le manga. Mais genre, vraiment, j'ai cherché partout, mais rien du tout. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que dès que j'ai lu le synopsis, dès que j'ai regardé les bandes annonces, bah, j'ai tout de suite capté que cet animé allait nous plonger dans un univers aussi fascinant qu'oppressant. Parce que, bon, un monde où tout est enregistré en permanence, où même tes émotions ne t'appartiennent plus, bah, c'est du cyberpunk dans son état pur. Et honnêtement, bah, j'aime le concept. Parce que d'un côté, c'est une révolution médicale qui a sauvé l'humanité d'une pandémie, mais de l'autre, bah, ça transforme chaque être humain en livre ouvert. Plus d'intimité, plus de secrets, chaque souvenir peut être fouillé et retourné. Franchement, si vous voulez mon avis, ça pue la dystopie où tout part en vrille. Et en tant que giga fan de Black Mirror, je pense qu'on peut avoir une histoire pas mal similaire en termes de malaise technologique. Et ça, j'aime bien, moi. Si l'anime arrive à retranscrire cette ambiance ultra connectée avec des scènes d'analyse mentale bien stylées, je pense que ça peut vraiment envoyer du lourd. Vous savez, ce genre d'ambiance à la Blade Runner, Ghost in the Shell ou même Psycho Pass. Bah c'est bon, je suis encore hypé en fait. Allez, on annule les vacances du mois d'avril, on va encore rester bien chez soi pendant que le soleil brillera, pendant que les gens toucheront de l'herbe, parce qu'on a un bon weeb. Putain, je suis faible. Enfin bref, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire au niveau spéculation, hein. Ça c'est clairement le genre d'histoire où il est difficile de spéculer. Donc du coup, tout ce que je peux vous dire, c'est... bah rendez-vous le 2 avril pour découvrir ça. On passe maintenant à un petit remake qui va faire très plaisir aux anciens de cette chaîne avec Anne Shirley. Miss Marilla Cuthbert et Mr. Matthew Cuthbert sont frères et sœurs. Ah, désolé pour la prononciation du nom, hein. Le truc, c'est qu'ils sont vieux, et du coup, bah ils galèrent à gérer leur ferme. C'est pourquoi ils ont une idée. Adopter un esclave... enfin, je veux dire un orphelin. Le truc, c'est qu'adopter un gamin, c'est pas une chose facile. Et je sais de quoi je parle, j'en ai une douzaine à la cave. Mais qu'est-ce que t'as chialé comme ça, là? Tiens, là t'as une bonne raison. Et du coup, bah y a pas mal de quiproquos qui font que le gamin qu'il voulait adopter se retrouve finalement à être Anne Shirley, une fillette âgée de 11 ans et très impulsive. Alors, faut savoir que l'animé est en fait un remake d'une vieille série que seuls les fossiles auront vu, hein. Alors, pour savoir si vous êtes un fossile, rien de plus simple. Suffit de prendre votre jambe et de savoir faire ce... Ouais, de son vrai nom, Anne et la maison au pignon vert, c'est un animé qui est sorti en 1979. Ah, quand je vous dis qu'il y a que les fossiles qui l'ont vu, Bon, alors je vais pas vous mentir, perso, j'avais jamais entendu parler de cet animé, mais en vrai, bah ça me plaît bien. Déjà, le côté agricole, je dois avouer que je m'étais découvert une passion pour ce genre d'histoire en regardant Silver Spoon, alors ça, bah c'est plutôt cool, mais je sais pas, il y a aussi le fait que cet animé transpire la nostalgie. Enfin, je sais pas, je veux dire, j'ai l'impression de regarder une sorte de petite maison dans la prairie avec tantôt du drame, tantôt de l'humour, tantôt de bons sentiments. C'est frais, c'est joli, c'est agréable. Je pense vraiment que ça peut être un bon moment d'apaisement à passer entre deux séries de gigabourins. Et ça peut tout à fait être un animé à regarder avec vos darons d'ailleurs. Ah bah c'est le moment de renouer pour une fois que vous pouvez les mêler à votre passion. Et après ça, vous savez quoi? Enchaînez sur un petit Euphoria. Petite perle onirique qui vous fera pour sûr... Oh. J'ai lâché un postiflard. Petite perle onirique qui vous fera pour sûr renouer avec vos liens familiaux. Bref, écoutez, en vrai, j'ai hâte de regarder ça, de découvrir un peu ce que l'histoire nous réserve. Et si vous aussi, vous avez envie de découvrir ou redécouvrir l'animé, alors rendez-vous le 5 avril sur Crunchyroll. Ce printemps, on aura également le droit à une très belle surprise avec Witch Watch. Quand ils étaient petits, Morihito et Nico étaient très amis. Faut dire que leur différence a fait que le feeling est tout de suite bien passé, hein. Ouais, parce que en réalité, Morihito, c'est un ogre, et Nico, c'est une sorcière. Le truc, c'est qu'à cet âge-là, ils étaient totalement inexpérimentés. Morihito ne savait absolument pas maîtriser sa force, et Nico,
Rinko, elle était incapable de lancer un sort convenablement. Ce qui a fait qu'ils ont dû suivre un entraînement intensif chacun de leur côté, et à cause de ça, ils se sont perdus de vue pendant plusieurs longues années. Désormais au lycée, Morihito, c'est un ogre accompli. Il est devenu extrêmement puissant, et même plutôt beau gosse, hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il apprend qu'il est investi d'une grande mission. Il doit devenir le garde du corps d'une sorcière qui, selon une prophétie, courrait un très grand danger. Et cette sorcière, vous vous en doutez bien, ce n'est nul autre que Nico. Et comme de par hasard, son père se barre à l'étranger, donc il l'oblige à vivre avec elle, seule, dans une grande maison, rien que pour eux. Bon alors, de son côté, Nico, elle est extrêmement contente de ses retrouvailles. Vu qu'elle est complètement folle amoureuse de Morihito, elle voit cette cohabitation comme une véritable chance de se rapprocher de lui. Le problème, c'est qu'elle n'est absolument pas consciente du danger qui plane sur elle. Et c'est donc de cette manière que commence une cohabitation remplie d'extraordinaires, mais aussi de beaucoup d'inattendus. Alors, je vais tout de suite vous dire les choses telles qu'elles sont. J'ai acheté le premier tome, je l'ai lu, et j'en ai acheté 2 autres tellement j'ai kiffé. Witchwatch, c'est une histoire géniale. Une cohabitation totalement chaotique, à la fois super touchante, explosive aussi de par la magie et les grosses castagnes de sauvages qu'elle engendre, mais aussi et surtout extrêmement drôle. Je vous promets que, sans mentir, bon certes je suis bon public et j'ai un humour claqué au sol, mais là j'ai vraiment pleuré de rire en lisant le premier tome. En fait, vous savez, c'est ce genre d'humour inattendu qui parvient réellement à faire mouche tellement il est bien placé et parfaitement utilisé. Non vraiment, que ce soit la dynamique exceptionnelle entre ces 2 personnages principaux, le côté school life romantique pas mal barré, l'ambiance magique permanente, les refs à gogo à d'autres œuvres. Vraiment, le potentiel comique de l'œuvre, il est vraiment fou. Chacun des personnages que j'ai croisés dans ce tome est véritablement parvenu à me faire rire. D'ailleurs, énorme mention spéciale à la prof de leur classe. Retenez bien ce visage, vous allez tomber amoureux d'elle. Ou même les phases un peu plus sérieuses d'action, je vous promets, j'ai kiffé ce premier tome. Et je sens qu'on peut avoir un animé vraiment exceptionnel. Tant dans le plaisir de visionnage que dans l'évolution de ces personnages qui, disons-le, se fait de manière plutôt rapide. Malheureusement, je peux pas vous parler de la suite de cette histoire. Puisqu'en réalité, j'ai reçu les 2 autres tomes seulement hier soir. Et j'ai pas eu le temps de les lire pour la vidéo en fait. Mais je vous mettrai en commentaire épinglé ce que j'en ai pensé. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce futur banger qui, je suis persuadé, fera pas mal de bruit. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 6 avril pour un total de 24 épisodes. Et là, attention parce que ça sera dispo sur Crunchyroll, ADN et Netflix. Quand je vous dis que l'animé est prometteur, ça se bat la licence tellement ça sent bon là. Pitié faites que l'animé soit pas un flop, sinon je vais me retrouver comme un con encore. Autre animé à ne surtout pas négliger cette saison, Kowloon Generic Romance. Reiko, c'est une agente immobilière de 32 balais qui vit et travaille à Kowloon. Une ville vivante, dense et presque hors du temps en fin de compte, hein. Un côté rétro-futuriste où les néons, la foule, les petits restos de quartier, les ruelles étroites, tout te donne envie d'y rester et de te perdre dans ce labyrinthe de petites rues pleines de chaleur humaine. Mais Reiko, elle travaille pas seule. Non, chaque jour, elle passe la plupart de son temps avec son collègue Kudo. Ils travaillent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils prennent leur post-clope ensemble. Bref, ils ont un quotidien où ils se côtoient beaucoup. Mais Kudo, c'est complètement l'inverse de Reiko, hein. C'est un trentenaire un peu bourru, un peu taquin, avec un fort caractère, mais avec qui elle peut au final discuter de tout et de rien. Et en soi, l'histoire nous fait suivre leur quotidien, entre moments émouvants, drôles, et leur relation qui, peu à peu, se transforme en quelque chose de plus sérieux qu'être de simples collègues de boulot. Et alors, on pourrait totalement se dire qu'on va se retrouver là dans une romance tout à fait banale, avec des petits moments épisodiques tout comme le ferait un Wotakoi. Mais pas du tout. Et pour tout vous dire, j'aurais peut-être préféré. Quand j'ai commencé le manga, je vais pas vous mentir, je savais pas du tout à quoi m'attendre. À la base, tu te dis, ouais, ça va être un petit slice of life pépouze, un peu romance rétro, avec une vibe des années 80-90, dans une version fantasmée de Kowloon. Un vrai quartier de Hong Kong, hein, pour le coup. Mais en fait, bah pas du tout. Parce que plus tu lis le manga, et plus tu sens que y a quelque chose qui cloche. Mais genre, vraiment. Et c'est pas le manga qui te dit, attention, c'est chelou. Non, c'est l'ambiance en fait. Il y a une espèce de malaise diffus, un truc un peu flou, un peu trop parfait. Et tu sens que Reiko elle-même capte que son quotidien a des failles. Plus t'avances dans l'histoire, et plus tu sens vraiment que quelque chose cloche. Les silences entre les dialogues, les regards qui s'attardent. Et c'est là que Kowloon Generic Romance te cueille en fait. Pas par l'action, pas par le drame, mais par cette impression étrange, douce et mélancolique que ce que tu lis, c'est pas ce que tu crois. Kowloon Generic Romance, c'est un manga qu'il faut à tout prix éviter de juger à sa couverture. Parce que en surface, je le répète, mais c'est vraiment une romance un peu rétro dans un décor de carte postale, avec un ton doux et des petits moments de vie paisible. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est juste un piège en fait. Et ce contraste, cette dissonance entre ce que tu crois comprendre et ce que tu ressens vraiment, bah c'est là que le choc se produit. Tiens, d'ailleurs, notez que c'est écrit par celle-là même qui a fait Koi wa Amegahari no Yoni. Et si vous l'avez vu ou lu, vous savez à quel point sa maîtrise du drame et de la romance est exemplaire. Hein. J'ai adoré Koi wa Amegahari no Yoni, mais là je préfère Kowloon pour le coup. Ouais, vraiment, je préfère Kowloon. Je sais pas, il a un truc ce manga en fait. Il a vraiment un truc qui fait que... J'en dis pas plus.
Enfin bref, du coup, rendez-vous le 5 avril 2025 pour découvrir ça. Toujours pas de licence annoncée à ce jour, mais j'espère que ça tardera pas parce que j'ai vraiment envie que les gens découvrent ce banger. On passe maintenant à un animé qui va plaire à tous mes fans de Demon Slayer, Sword of the Demon Hunter, Kijin Gentosho. L'histoire prend place durant l'époque Edo, époque dans laquelle vivent Jinta et sa sœur Suzune. Jinta, c'est un épéiste vraiment balèze, qui, grâce à un entraînement intensif, est carrément devenu le garde du corps d'une prêtresse. C'est d'ailleurs cette même prêtresse qui lui confie la tâche de traquer un démon qui sévirait dans la forêt, et de le tuer afin de protéger le sanctuaire qui se trouve non loin de là. Sauf que, une fois la castagne entamée avec le démon, ce dernier révèle à Jinta que dans 170 ans, sa sœur deviendra la plus grosse calamité qui réduira le monde en cendres. Désormais obsédé par cette révélation et devenu mi-homme mi-démon après son combat, Jinta va décider de voyager à travers le temps et l'espace dans le but de sauver sa sœur, mais aussi de comprendre qui est-il réellement. Bon, un mot, je suis deg. Ça fait 2. Ouais, parce que j'avais commandé le premier tome pour vous en parler de la meilleure manière qui soit, mais j'ai eu un problème de livraison. Résultat, je sais pas où il est. Moi aussi, je pense que je vais attendre 170 ans avant de le revoir. Bref, du coup, n'ayant trouvé aucun scan sur internet, écoutez, on va spéculer, Après, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire? Je pense pas. Ça sent bon, on va pas se mentir. De la baston, de la tension, un voyage temporel à travers différentes époques emblématiques du Japon, des démons, du mystère, une animation soignée, ça donne envie. Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? Alors, le truc qui m'intrigue le plus, c'est cette histoire de voyage temporel. Parce que après avoir analysé la bande-annonce frame par frame tel le professionnel que je suis, non je déconne, je suis tombé dessus par hasard, pendant juste une toute petite seconde, on aperçoit cette image. Il me fait clairement penser à un lycée perso. Et si vous voulez mon avis de mec qui a étudié l'histoire du Japon pendant 3 ans à la fac, ça, c'est pas la période Edo. Merci Captain Obvious. Alors aussi j'ai entendu dire que si on aimait Demon Slayer, on allait aimer cet animé. Ok, perso j'ai pas adoré Demon Slayer, mais j'ai bien aimé mon visionnage des 4 saisons, donc pourquoi pas. Bref écoutez, j'ai aucune inspiration de spéculation là, alors juste rendez-vous le 31 mars sur ADN pour découvrir ça. Autre petit remake qui fait très plaisir pour ce printemps, Yaiba Samurai Legend. Kurogane Yaiba n'a que 8 ans, et pourtant, il est déjà giga balèze en fait. Et pour cause, il a été élevé par son père au cœur de la jungle dans le but de devenir un samouraï émérite. Sauf qu'un jour, par un pur hasard, il passe de sa jungle toute tranquille à l'agitation et bruit constant de la ville. Et c'est d'ailleurs là qu'il rencontre Takeshi Onimaru, qui, dans un premier temps, devient son rival, mais qui, après avoir tenté de manier l'épée légendaire de sa famille, s'est fait posséder par une force démoniaque. Et du coup, c'est pile à partir de ce moment que l'entraînement quotidien tranquille de Yaiba laisse place à une véritable lutte entre le bien et le mal. Bon, encore une fois ici, on est dans un remake d'un animé sorti en 1993. C'est la saison du fossile ce printemps ou... Non, en vrai je blague, rassurez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre. Faut pas trop titiller les vieux, c'est eux qui ont le plus de thunes. Et encore une fois, je n'ai jamais regardé cet animé. Du coup, je vais juste me fier aux bandes annonces et... franchement ça a l'air excellent. Premièrement, c'est giga beau, normal, après venant du studio 8, j'ai envie de vous dire, mais c'est aussi hyper dynamique. On est vraiment dans le shonen type en fait. Des giga bagarres, de la comédie, du dépassement de soi, du pouvoir de l'amitié. Et pour tout vous dire, ça me manque ce bon style de shonen old school. Ça fait un moment qu'on en a pas vu un apparaître. Alors ouais, je vais carrément me faire quelques épisodes pour voir. Désolé, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est juste le shonen par excellence en fait. Donc c'est pas le genre d'œuvre sur lequel on peut vraiment argumenter. C'est du jus de bagarre et basta quoi. Bref, l'animé sera disponible à partir du 5 avril. Mais là non plus, toujours pas de licence annoncée. Ce printemps, on aura également le droit au spin-off de l'un des shonen les plus en vogue du moment avec My Hero Academia, Vigilance. Koichi, c'est Midoriya s'il n'avait jamais rencontré All Might. Et je vous interdis de me contredire, parce que premièrement, c'est carrément Hideyuki Furuhashi qui le dit, mais aussi parce que comme Midoriya, il est extrêmement fan d'All Might, à tel point que c'en est devenu un modèle pour lui. Il veut devenir un héros. Sauf que lui, il a jamais eu l'occasion d'être pistonné, et donc d'obtenir une licence qui lui permette d'exercer légalement en tant que héros. Pourtant, s'il y a bien un truc qui différencie Koichi de Midoriya, c'est que lui, il est doté d'un alter. Et pas d'un truc refilé à l'aide d'une tignasse pleine de pellicules, là, non. Il a un vrai alter qu'il a acquis tout seul, de par ses gènes. Et cet alter, c'est qu'il peut glisser sur une surface plane à vitesse équivalente de celle d'un vélo piloté par Muriel, ma voisine de 78 ans. Tout de suite on comprend mieux pourquoi il a pas obtenu de licence pour devenir un véritable héros. Sauf qu'un jour, alors qu'il se retrouve en très mauvaise posture suite à une altercation avec des voyous qui étaient véritablement en train de tourner au cauchemar pour lui et pour une autre pseudo-héroïne star des réseaux sociaux à qui il voulait vraiment venir en aide, il fait la rencontre de cette armoire à glace, Knuckle Duster, un héros indépendant qui n'a pas de licence et qui, si vous traduisez son nom dans Google Images, vous tombez sur ceci. Et quand vous voyez comment il arrange la tronche de ses cibles, vous faites vite le rapprochement. Knuckle Duster voit tout de suite le potentiel de Koichi, notamment son fort sens de la justice qu'il trouve très respectable. Et du coup, il décide de le prendre comme disciple. Et c'est donc à partir de ce moment-là que Koichi, Popstep et Knuckle Duster vont devenir ce qu'on appelle des héros hors la loi.
Alors, My Hero Academia, je l'aime bien, hein, y a pas à chipoter. C'est du shonen pur jus, avec tous les codes qu'on connaît, certes, mais ça reste hyper divertissant, et je prends toujours plaisir à le suivre. Pourtant, je dois vous avouer que j'ai plus accroché au premier tome de Vigilante qu'à celui de la série principale. Et ça, y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Déjà, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille dès le début, c'est quand j'ai retourné le premier tome. Ah, j'ai tout de suite compris que ça allait me plaire. Ouais. Quand j'ai vu écrit la fin justifie les moyens, c'est là que je me suis dit, oh, ça sent le terrain un peu moins friendly tout ça. Ouais, moi aussi, c'est vraiment ce qui m'a sauté à l'œil en premier. Hein. Et franchement, j'avais pas tort. Alors non, faut pas s'attendre à un délire sombre avec des héros qui explosent des dents pour la justice. Enfin, si, mais pas totalement. Ça reste un shonen, mais on sent clairement que le ton est plus brut, plus terre à terre. Quand ça tape, ça tape vraiment fort. Et quand une scène devient malaisante, elle fait pas semblant. Et vous voyez, ce que j'ai adoré dans Vigilante, c'est que ça vient creuser là où la série principale reste assez sage. On explore les failles du système des super-héros, on voit ce qu'il advient des gens qui n'entrent pas dans les cases, et surtout, on s'intéresse aux anonymes, à ceux que personne ne remarque, mais qui font le taf dans l'ombre. On te parle de loi, de justice, de marginalisation, sans forcer le trait, mais avec une lucidité surprenante pour un spin-off, disons-le. Et puis, même rien qu'au niveau du trio de personnages, franchement, il fonctionne à merveille. On a une vraie vibe équipe de bras cassés façon Kick-Ass, avec pourtant en toile de fond des relations sincères entre des personnages cabossés qui tentent de trouver leur place dans un monde qui les rejette. Enfin bref, c'est humain, c'est parfois drôle, souvent touchant même, et au final, ça apporte un vent frais à l'univers de My Hero Academia. Enfin bref, écoutez, je pense qu'on est beaucoup à être intéressé par l'animé. Alors bon, on découvrira tout ça ensemble à partir du 7 avril sur Crunchyroll. Et enfin, on termine avec un isekai, certes, mais pas un isekai de pacotille, pour le coup. Les vrais sachons. The Beginning After the End. L'histoire suit ce roi. Enfin, elle le suit pendant 3 petites secondes puisque dès le début, on nous explique qu'il vient tout juste de clamser. Mais comme dans pratiquement toutes les histoires où un mec meurt dès le début, pouf, isekai. Une pensée pour mon cousin décédé à la naissance, qui est actuellement en train de vivre sa meilleure vie, entouré de son meilleur harem. Ce roi se réincarne alors en Arthur, un bébé issu de l'union de 2 jeunes parents d'apparence très aimants. Bon alors, le début de l'histoire, c'est un peu Mushoku Tensei si Rudeus n'avait pas été une merde, puisqu'il apprend que le monde dans lequel il atterrit est rempli de magie, il décide de l'apprendre de lui-même, se révèle être très doué et accomplit son éveil peu de temps après ça. Un éveil qui, disons-le, est censé se faire à l'adolescence normalement. Comprenant alors qu'il a un potentiel complètement fou dans ce monde, il décide de vivre une vie totalement différente de son ancienne vie. Là où il avait l'habitude d'être un roi riche qui inspirait la peur, et qui est mort assassiné, disons-le, dans cette vie-là, il décide de devenir une meilleure personne, d'apporter la paix et la prospérité, et surtout, de veiller sur les siens. Sauf que, bon, dans ce monde aussi, ça pue pour son avenir. Et ça, il va pas tarder à le comprendre. Bon, alors, calmez-vous les puristes, je suis volontairement resté très évasif sur le synopsis, parce que The Beginning After the End, j'estime que ça fait partie de ce que j'aime appeler les isekai prestige. Vous savez, ce genre de séries qui reprennent un concept déjà vu pour le sublimer par la suite. Re:Zero, Mushoku Tensei, et c'est tout en fait. Pourtant de base, l'histoire est totalement classique, je vais pas vous mentir. Un héros surpuissant, un système de magie, d'évolution. Mais ce que propose The Beginning After the End, c'est une aventure, une vraie aventure. En suivant cette œuvre, vous voyagez, vous rencontrez des gens, vous découvrez un système de magie vraiment plaisant, des communautés attachantes, vous êtes parfois même ému, parfois enjoué, parfois émerveillé, mais toujours très satisfait. Vous suivez un héros dans toutes ses formes, dans l'entièreté de sa vie. Vous apprenez à le connaître, vous le voyez grandir, vous le voyez évoluer, vous le voyez changer. Et c'est indéniablement kiffant. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y allait avoir un animé, j'étais heureux. Heureux que les gens qui n'ont pas lu le webtoon puissent découvrir l'histoire au travers d'un animé qui sera sans doute génial. Et puis j'ai vu ce nom. Keitaro Motonaga à la réalisation. L'homme qui m'a foutu des sueurs froides tout le temps de mon adolescence. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, sachez qu'il a joué un rôle crucial dans votre développement psychologique, puisque c'est à lui qu'on doit ce chef-d'œuvre. Certaines blessures du passé ne devraient jamais être réouvertes. Bon, en vrai, je pense pas que ça va changer grand-chose, Je pense pas qu'il va prendre une certaine liberté en mode Tessia, elle va planter Arthur au lieu de lui tordre la fille pour le réveiller, Enfin, j'espère. Non, écoutez, on aura très l'occasion d'en reparler, parce que là, la vidéo est clairement déjà beaucoup trop longue pour que j'argumente plus. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'œuvre, donc je pense que je vais attendre l'animé pour le faire, et voilà, on verra bien. Donc bref, juste regardez au moins les premiers épisodes, même si c'est un isekai, et même si ça vous rebute un peu, je pense que celui-là, il pourrait vous plaire. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 2 avril sur Crunchyroll. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme liste de nouveaux animés qui sont prévus pour ce printemps. Alors, petite parenthèse, je me suis rendu compte que dans le montage, j'ai oublié d'incruster Mono et Gundam. Donc, vous les retrouverez en commentaire épinglé. Et sur ce, sans tarder, parce que là, ça commence vraiment à faire très long, on continue avec ce qui va définitivement nous faire dire adieu au soleil ce printemps, puisque cette saison, il y a également pas mal de suites à suivre.
Et premier retour, mais qui n'est pas des moindres, puisque ce printemps, on aura le droit à la 3e saison de Fire Force. Bon, alors, à savoir que l'anime reprendra directement après les événements survenus dans la saison 2, que je ne prendrai pas le risque de rappeler pour éviter tout spoil envers ceux qui n'auraient pas encore commencé l'anime. Parce que oui, il y en a. Et donc, à savoir également que cette saison sera en réalité la dernière, et sera donc divisée en 2 parties. Quoi qu'il en soit, cette première partie sera disponible sur Crunchyroll à partir du 4 avril 2025. Ce printemps, c'est aussi l'occasion de renouer avec les gros bourre-pifs là, puisque c'est la saison 2 de Windbreaker qui arrive. Bon, alors perso, je vais pas vous mentir, je suis vraiment content qu'elle arrive si vite, parce que étant à jour sur le manga, je sais d'avance que l'histoire de Windbreaker ne fait que s'améliorer de chapitre en chapitre. Et j'ai vraiment hâte que les gens puissent découvrir ça en animé. Et donc, ouais, j'ai beaucoup d'attentes pour cette 2e saison, qui en plus mettra en scène le gang Kill, un gang redouté pour sa brutalité. Bref, du coup, rendez-vous le 3 avril sur Crunchyroll pour découvrir ça. Autre gros retour aussi avec la saison 5 de Black Butler. Bon, alors, perso, j'ai pas regardé le synopsis de cette saison pour la simple et bonne raison que j'ai une saison de retard en fait. Du coup, j'ai pas envie de me spoil. Mais franchement, regardez Black Butler. Je vois personne en parler et ça m'attriste parce que l'anime il est vraiment génial. Bref, cette saison 5 est prévue pour le 5 avril sur Crunchyroll. Ah, celui-là il fait plaisir aussi. La saison 2 de No Longer Rangers. Alors, l'anime reprend directement après les événements survenus dans la première saison, et au vu de ce qui est survenu dans la première saison, j'ai vraiment hâte de découvrir cette deuxième, parce que en voyant les visuels qui ont été partagés et les bandes annonces diffusées, ça sent bon cette histoire. Hein. Enfin bref, à noter que l'anime est prévu pour un total de 12 épisodes qui seront disponibles sur Disney+. Ouais. Hélas. Après 6 longs mois de pause, c'est One Piece qui fait également son retour. Bon, alors, je peux pas vous en parler plus en détail que ça, parce que personnellement, je dois avoir 400 épisodes de retard, si ce n'est plus. Bah ouais, j'avais stoppé pendant mes études, hein, de peur de les rater, et j'ai terminé mes études depuis quelques années, et bah j'ai toujours pas repris. Et quand je vois le nombre d'épisodes de retard s'accumuler, j'ai du mal à me décider. Enfin bref, vous trouverez facilement sur YouTube des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur One Piece pour avoir plus d'infos possibles. Et du coup, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera la seconde partie de l'arc Egghead, j'ai galéré à le dire, et que j'espère que vous kifferez, voilà. Bref, c'est prévu pour le 6 avril sur Crunchyroll et ADN. Un petit isekai qui fait un retour assez inattendu aussi, je dois dire, enfin pour ma part, la sorcière invincible tueuse de slime. Bon alors perso j'ai pas vu la saison 1, mais si saison 2 il y a, bah c'est que ça doit être qualitatif hein. Bref, écoutez, je vais peut-être me lancer dans l'anime à l'occasion de cette 2e saison et voir un peu ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, cette seconde saison sera disponible à partir du 5 avril sur Crunchyroll. Ça fait plaisir. La saison 2 de Aharen-san. Alors, je l'attendais pas forcément, hein, je vais être honnête avec vous, je vais pas faire le mec sur hypé, mais voir son retour, bah ça me donne le smile en vrai. Aharen-san, c'est tellement plaisant à regarder que quand on te donne du rab, bah tu peux pas t'empêcher d'en consommer. C'est drôle, c'est mignon, c'est doux, et c'est extrêmement plaisant. Alors, si vous cherchez un petit truc ultra chill pour cette saison, regardez Aharen-san. Bref, cette seconde saison sera disponible à partir du 7 avril. Ce printemps, c'est également le retour de Bye Bye Earth. Bon, j'ai pas regardé la saison 1, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que cette saison est prévue pour un total de 10 épisodes sur Crunchyroll et sortira le 4 avril. Ouais, je sais, c'est peu, mais je suis actuellement en train de penser au montage qui m'attend, alors j'écourte un peu. Hein. Retour également de la saison 2 de Shoshimin série que je n'ai pas vu non plus. Enfin, si, j'ai vu 2 épisodes, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Juste un oubli sans doute, hein, parce que je me souviens pas avoir détesté. Mais bref, cette saison 2 est également prévue pour un total de 10 épisodes sur Crunchyroll et sortira le 5 avril. Autre retour assez attendu, mais je vais pas m'attarder sur le sujet parce que j'ai une vidéo prévue à son sujet. Our Last Crusade or the Rise of the New World. 1 an d'attente pour avoir l'épisode 5. C'est beau, hein. Ouais, parce qu'en fait, cette saison 2, elle s'était stoppée en été 2024, si je dis pas de conneries, suite à des soucis de production. Mais c'est bon, désormais, c'est bon. Elle revient à partir du 8 mai sur Crunchyroll. Autre annonce qui fait très plaisir, le retour de Licorice Recoil. Alors, c'est pas une saison 2 à titre officiel, hein, non. Ce sera juste 6 épisodes originaux qui mettront en scène Chisato et Takina dans plusieurs histoires légères. Mais perso, je prends carrément. Du coup, ouais, rendez-vous le 16 avril pour découvrir ça. Et enfin, ce printemps, on aura aussi 2 épisodes spéciaux pour Konosuba. Et on sait très bien à quoi s'attendre quand Konosuba sort des épisodes spéciaux. Du rire. Je vous vois ceux qui ont pensé au premier OAV de l'anime. Bref, ces 2 épisodes seront donc 2 histoires complètement différentes, mettant en scène Kazuma et son équipe dans l'accomplissement de 2 missions très particulières. Bref, j'ai hâte. Je dis jamais non à du Konosuba, c'est une source de rire absolue. Alors ouais, vivement le 25 avril. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo. J'ai plus de souffle, j'ai plus de salive, j'ai plus envie de vivre, je suis au bout de ma vie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous donner toutes les infos utiles pour commencer cette nouvelle saison. Encore une fois, comme j'aime le dire à la fin de chaque vidéo, après 1h30 que vous ayez regardé, ne vous sentez pas obligé de tout regarder. J'ai mis des chapitres après tout, hein, c'est fait pour ça. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vais me coucher, je sais pas, je vais dormir pendant 5 semaines. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour commencer cette nouvelle saison ensemble. Bah c'est tout en fait, j'ai niqué ma phrase de fin. Les animés du printemps.